Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de Montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, vous venez d'entendre Catherine Surgy. Catherine qui est en ce moment au Nouveau-Mexique. Puis, moi, c'est Alex Godard qui est à Mirabel, au Québec. Euh, Donc, aujourd'hui, on parlera pas d'un sujet en particulier très niché dans le monde de la randonnée. On va juste y aller dans nos anecdotes de voyage, nos anecdotes de sentiers des derniers mois. Là, on a quand même fait quelques pays ensemble, à deux, en fait. On a, je pense, 5 pays, là. Donc, Ouais, on s'est promené pas mal cet hiver, là. ouais, on va commencer directement en ordre chronologique, en fait. Donc, ça commence en décembre, c'est ça, Kat? Oui, en fait, ça commence précisément le 31 décembre. J'ai pris l'avion vers la Nouvelle-Zélande, donc mon 1er janvier n'a jamais existé. On a décollé le 31 et on est arrivé en Nouvelle-Zélande le 2 janvier. Donc, c'est ça. Je suis allée parcourir. En fait, on cherchait un sentier à faire, moi et mon copain, en hiver, en été. Fait que la Nouvelle-Zélande s'est imposée. J'avais entendu parler de la Te Araroa, qui est un sentier qui traverse le pays. Sentier. C'est un chemin qui traverse le pays. Je vous expliquerai. Qui traverse vraiment le pays de la pointe nord de l'île du Nord jusqu'à la pointe sud de l'île du Sud. Le pays est divisé en 2 îles. Et parce qu'on avait un visa de touriste de 3 mois, on a choisi de ne faire que l'île du Sud, de se concentrer sur une des 2 îles, qui, dans le fond, pour moi, était la plus intéressante parce que la Te Araroa, qui traverse le pays, dans la section de l'île du Nord, il y a énormément... L'île du Nord, c'est là qu'il y a Auckland, la plus grosse ville là, en Nouvelle-Zélande. Il y a énormément de marches sur la route. Okay. Sur des autoroutes. En fait, il y a des longues plages à marcher. Le sentier passe le long des plages. Ça sonne bucolique et agréable, mais ça sonne après 4-5 exotique. jours... Oui, mais oui. Pour une journée ou deux, c'est super. Mais quand ça fait une semaine, tu marches sur des plages, je dirais que c'est pas super sur les hanches et sur les pieds. C'est comme marcher sur du ciment, là. C'est vraiment taper. Fait qu'il y a ça sur l'île du Nord. Il y a énormément de routes, d'autoroutes, carrément d'autoroutes et de marches urbaines. Et il y a une longue section où il n'y a pas de sentier, où il faut absolument descendre une rivière en canot. Et mes skills de canot sont inexistants. Fait que c'était pas vraiment le moment de me lancer, parce que c'est pas du canot facile, là. C'est pas on descend la rivière sur des tripes avec de la bière, là. C'est vraiment, il y a des rapides, là. Fait que ça me parlait pas tant. Fait qu'on a choisi vraiment de focusser sur l'île du Sud, qui est dans le fond l'île la plus sauvage des deux. C'est là où il y a toutes les chaînes de montagnes. C'est là où se trouve d'ailleurs le mont Cook, qui est le point le plus haut de la Nouvelle-Zélande. Ils appellent ça les Alpes du Sud, donc la chaîne de montagnes qui est située sur la faille de l'île du Sud, qui est la cause de tous les tremblements de terre hyper violents qui peuvent arriver dans ce coin-là. Fait que c'est des montagnes très dramatiques, il y a des glaciers, c'est magnifique, mais le sentier, en fait, la Te Araroa ne passe pas par ces magnifiques montagnes. Ouais, donc, c'est dommage. C'est dommage. Donc, en gros, on est parti... on a commencé à marcher depuis Bluff, qui est dans le fond le point le plus au sud de l'île du Sud. Puis on a fait notre petit chemin comme ça jusqu'à Ship Cove, qui est le point le plus au nord de l'île du Sud. Et on s'est vite rendu compte que même sur l'île du Sud, il y a des routes qu'il faut marcher. Donc, dès le début, le mindset, c'était de faire un true hike de l'île du Sud, mais dès le premier jour, j'ai pas traversé à l'autre bout de la planète pour marcher le long d'une route. Donc, on a levé le pouce assez vite. Fait que sur les sections de route, l'avantage en Nouvelle-Zélande, c'est que les gens sont hyper sympathiques, hyper accueillants. Fait que c'est facile là, de faire du pouce. Les gens sont super ouverts à nous embarquer. Ça crée des belles connexions, des belles rencontres. Fait que ça, c'est vraiment le fun, la communauté là-bas. Fait qu'on a réussi comme ça à sauter le plus de routes qu'on pouvait, puis à se concentrer sur les bouts qui étaient vraiment des sentiers. Mais bon, les sentiers en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas les mêmes standards d'entretien que ce qu'on connaît en Amérique du Nord. C'est-à-dire pas mal, pas du tout. Le long de la Te Araroa, c'est un sentier qui relie quelques sentiers peut-être plus populaires
entre eux, peut-être pas. Mais c'est un sentier un peu plus méconnu. Il passe pas vraiment par les grands parcs, puis les zones plus achalandées. Ce qu'au départ, je trouvais génial, mais ce qui fait que il y a peu d'amour. Puis même à ce jour, là, je pourrais affirmer que demain matin, on dirait que on placerait le sentier national comme étant un true hike. Il est en meilleur état, il est plus complet que la Terre à Roi. Je te jure. Okay. L'entretien de sentier qu'on y fait est, je trouve, meilleur. Puis, tu sais, pour avoir marché le long des routes et tout, puis ils relient les sentiers entre eux par les routes. Ce qu'on pourrait faire demain matin sur le sentier national, on pourrait dire, bon, le sentier national, il discontinue dans la région de Québec, pas grave, on va le faire passer par Québec. Ben, c'est comme ça à Auckland, sur l'île du Nord. C'est exactement comme si tu faisais passer le sentier à travers la ville, dans les rues, sur le bord des routes, puis à travers les centres d'achat, là. Fait que, demain matin, on pourrait dire le Sentier national au Québec est un true hike. On fait un beau site Internet, on lance des permis, puis on invite le monde à l'international de venir faire le Sentier national. Ce serait un meilleur produit de randonnée que la Terre à Roi elle-même. OK, puis nous, en plus, on a quasiment... Pas qu'on a honte de parler de le promouvoir, mais tu sais, on se dit, on n'en parlera pas encore comme un sentier complet. Pour nous, il est pas complet, mais pour eux, environ la même chose. Pour eux, ils considèrent comme un sentier complet. Je trouve ça intéressant quand même. Il est à peu près dans le même état de complétion, je dirais, que le sentier national, mais eux le promouvoient déjà comme étant un true hike, même si c'est un jeune sentier. Hein, il a été fondé en 2011, je pense. Il a été finalisé. Finalisé est un grand mot. Connecté en 2011, mais c'est ça, il y a beaucoup de bouts que je considérais pas comme étant des sentiers, puis il y a beaucoup de bouts qui sont empruntés, partagés avec des pistes cyclables qui étaient déjà existantes. Ça me dérange pas de marcher sur des pistes cyclables, mais quand c'est très achalandé, c'est plus ou moins agréable. On dirait de la manière que tu m'en parles, la première chose qui me vient en tête pour le comparer avec quelque chose peut-être qu'on connaît ici au Canada, ça serait le Trans-Canada Trail. C'est vraiment ce nom? En tout cas, le sentier qui part d'un bout à l'autre du Canada, c'est qu'il y a beaucoup justement de bouts sur des pistes cyclables à suivre le bord de route. Puis que t'es pas sur les plus belles portions nécessairement du Canada, t'es juste sur une route pour dire que j'ai traversé le Canada à pied, mais si tu passes zéro par le plus beau du Canada. Ouais, peut-être pas autant, parce que de par la géographie, la Nouvelle-Zélande est plus petite, fait qu'elle a l'avantage que t'es vite rendu dans une forêt comparé au sentier transcanadien, là. Fait que côté échelle, je pense qu'il y a moins de kilomètres de route que le sentier transcanadien, mais tout de même, pour un pays qui a une telle richesse de zones sauvages et de parcs nationaux, la Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé ça juste un peu dommage que le tracé... Je pense que, il faut qu'il tranche puis il faut qu'il le fasse passer quelque part, le sentier, là. Ouais. Mais je trouve ça dommage que ça passe pas ou peu, ou très, très peu, par les plus beaux coins de la Nouvelle-Zélande. Fait que... ça serait-tu peut-être dû au fait que... me semble de ce que j'avais lu quand même, les parcs, c'était assez réglementé, donc... Ouais. S'il ferait passer le sentier, si le sentier passerait par les parcs, mais là, ça serait créerait plus complexe. Un peu comme un... Ouais, c'est avec les réservations, le camping. Mais ça créerait le même problème que la GDT au Canada. Ouais. Fait que mais même à ça, c'est déjà un casse-tête de permis quand même, la Nouvelle-Zélande. L'aspect logistique, puis c'est avec ça que j'enchaîne, est quand même complexe, là, parce que à cause de l'achalandage, quand tu arrives en ville, il faut que tu aies déjà ta réservation si tu veux avoir un hébergement. Tu peux pas juste débarquer en ville puis penser rester dans un hostel. C'est complet. Puis même, on était presque hors saison puis c'était encore booké à l'avance. Fait qu'il faut que tu prévois au moins une semaine ou deux à l'avance pour réserver tes hébergements. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu contraignant. Puis le système de refuge aussi. C'est pas on campe où on veut, là, la Nouvelle-Zélande. Il y a des refuges qui appellent des huts. Et quand tu peux acheter un permis qui est, en fait, tu peux t'enregistrer. Déjà, s'enregistrer pour marcher à la Nouvelle-Zélande, pour l'île du Sud, c'était 60$. Je pense que pour les deux îles, c'est plus. Mais juste l'île du Sud, c'est 60$ pour s'enregistrer. Puis ensuite, un permis qui te permet d'utiliser les huts, mais pas toutes. Donc, il te permet d'utiliser, je te dirais, 80% des huts.
premier arrivé, premier servi. Puis cette passe-là, elle est 235 $ pour l'île du Sud. Ben, en fait, il n'y a pas de hôte sur l'île du Nord, fait que c'est pas compliqué. Donc, c'est 235 $ pour avoir le droit de dormir premier arrivé, premier servi dans les hôtes qui sont premier arrivé, premier servi. Mais, il y a à peu près 20% des hôtes qui sont dans des secteurs plus populaires. Donc, il y a beaucoup de touristes qui y vont, entre autres le Nelson Lake Area ou le Nelson Lake National Park. Je suis pas sûre du nom exactement, mais dans la région des Nelson Lake, c'est très, très populaire. Puis, il faut quand même réserver et payer un supplément pour les hôtes dans lesquels on veut dormir. Puis c'est pas comme si on pouvait les éviter. Tu sais, je me suis dit, peut-être qu'on peut s'en sortir, pas de trail pass. De toute façon, il faut traîner une tente. Puis j'ai dit, au pire, on campera autour des hôtes, tu sais. Ça doit être plat, le terrain autour des hôtes. Eh bien, détrompez-vous. Le terrain là-bas, c'est pas plat du tout. C'est très inégal. Le sol est très inégal, beaucoup de bosses, beaucoup d'angles. C'est difficile de trouver un emplacement plat. À de très rares occasions, on a trouvé des emplacements plats autour des huttes. Puis, tu sais, faut que tu baisses tes standards de campement, là. Faut que tu campes croche, t'acceptes de camper croche une couple de fois, là. Okay. Parce qu'évidemment, les huttes se remplissent vite. C'est un sentier qui est très populaire, de plus en plus populaire. En fait, je savais pas, mais cette année, il y a plus de 3000 inscriptions. Quand même, pour presque un autant sentier, que l'Appalachian Trail, là. Pour un sentier qui est pas capable de prendre le même achalandage que l'Appalachian Trail, là, on s'entend, là. C'est pas les mêmes infrastructures. Fait que les huttes sont bondées, se remplissent très rapidement par surtout on appelle ça le bubble, là, le gros des gens le font de la pointe nord de l'île du Nord jusqu'à la pointe sud de l'île du Sud. Donc ça, c'est la façon la plus populaire de la faire. Nous, on est un petit peu à contre-courant. Fait que c'était moins pire. Mais il est arrivé un moment dans notre rando où on commençait à croiser la vague des gens qui migraient vers le sud. Ça, c'était un peu plus compliqué, là. Fallait soit arriver tôt dans une hutte, fait qu'on devait finir nos journées plus tôt que ce qu'on aurait souhaité. Parce qu'on voulait pas prendre la chance de se rendre à la hutte d'après puis de se retrouver avec une hutte complètement pleine. Mm-hmm. Fait qu'il y a ce stress-là là, qui était pas super. Mais les huttes sont super luxueuses, hein. C'est pas les lean-to de l'Appalachian Trail, là. C'est pas aussi rustique qu'on peut penser, là. Il y a des matelas en mousse mémoire. OK. Peut-être pas les plus anciens, là. Il y a des matelas, c'est comme des matelas recouverts, des matelas de gym, là. Tu sais, comme à l'école, là. Ouais. Comme à peu près 6 pouces d'épais, là. OK. Fait que ça c'est fait quand même beaucoup à l'Europe, ça. La plupart des cabanes que j'ai faites, ils ont tous leurs matelas déjà sur place, là. Ouais, en fait, tu pourrais ne pas traîner de matelas gonflable puis tu t'en sortirais, là. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça... Oui, c'est très confortable, mais j'ai trouvé le contraste entre l'état des sentiers, qui est un peu à l'arrache, puis pas très maintenu, puis sauvage, puis... comment je pourrais dire ça? Des fois d'une violence surprenante, disons-le comme ça, d'un dénivelé qui surprend. Puis les huttes entre ces sections-là sont super luxueux et cosy, fait que tu fais comme ça s'adresse à qui? J'ai trouvé ce contraste-là très intéressant. OK. J'ai une question pour toi dans ce cas-là. Ouais. Là, tu me parles de comme des trucs qui t'ont un peu surpris puis qui t'ont peut-être un peu dépaysé et que t'as peut-être un peu moins apprécié. Mais je suis convaincu que l'entièreté du sentier n'était pas que des moments douloureux et comme mais la vie est trop courte. Oui. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de à l'inverse. Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que ce sentier-là t'a apporté que peut-être tu n'avais pas vu ailleurs, que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as aimé de ce sentier-là? En gros, tes highlights de ton trek. Là. Une évidence, c'est vraiment la nature, la faune et la flore. La faune, faut pas s'attendre à avoir une faune sauvage très variée, là. La Nouvelle-Zélande, à la base, c'est que des oiseaux. Il y avait pas de mammifères à l'origine. Ouais. Mais les oiseaux, ça, c'est un gros highlight de mon voyage. Je suis pas une ornithologue amateur fini, là, mais j'apprécie et j'aime beaucoup nos petits amis les oiseaux et j'étais servie. Les chants des oiseaux sont... déjà, juste le son des oiseaux est complètement dépaysant. La variété, la proximité,
l'abondance des champs, c'était complètement magique. Puis la végétation aussi qui est hyper surprenante. On traversait des forêts, des fois, des petits bouts de forêt qui étaient, tu te sentais vraiment dans le Seigneur des Anneaux. En fait, là, OK. tu sais, dans la forêt maléfique, là, il y a une forêt enchantée à un moment donné, Ouais. où je me rappelle pas du nom, là, je suis pas geek du Seigneur des Anneaux, malheureusement. Mais il y a une forêt enchantée, puis on se serait cru, puis peut-être même que ça a été filmé dans ces forêts-là, mais c'était vraiment magique, là, de la mousse accrochée partout sur des arbres complètement tordus. C'était vert à grandeur, on était vraiment enveloppé d'une verdure dense et luxuriante. Fait que ça c'était vraiment vraiment surprenant. Puis on a sorti du sentier pour faire quelques parcs ou quelques zones qui valaient la peine d'être visitées, dont la Route Burn Track, qui est un des Great Walk. Il y a, je pense, une douzaine de Great Walk en Nouvelle-Zélande, comme ils les appellent. Ceux-là sont super maintenus. Hein. On n'est pas dans le bushwhack, là, on n'est pas comme sur la Terra. Les Great Walks sont hyper entretenus et aussi hyper achalandés. Donc, ça prend la plupart du temps des permis et des réservations à l'avance. Mais en chemin, on a réussi quand même à se faufiler sur une d'entre elles, qui est la Route Burn Track. Et la vue on marchait à flanc de montagne avec une vue de l'autre côté de la vallée sur tous les glaciers des monts qui bordent le Milford Sound, qui est dans le fond une espèce de fjord de l'île du Sud qui est majestueux. Là. Fait qu'on a longé cette vallée-là avec une vue sur les glaciers. C'était juste magique. Là. Je pensais pas qu'il y avait autant de glaciers en Nouvelle-Zélande, en fait. Je m'attendais pas à ça. Fait que ça a été un gros highlight. On a visité aussi le Milford Sound, Oui. qui à l'origine était supposé être le lieu de tournage de Jurassic Park. Mais étant donné qu'il pleut 310 jours par année dans le Milford Sound, l'équipe de tournage a changé d'idée et sont allés à Hawaï. Donc, juste pour l'histoire, Jurassic Park ne s'est pas tourné en Nouvelle-Zélande à cause de la pluie. Fait que ça, c'était des beaux highlights. Les gens, j'en ai parlé un petit peu. L'accueil des Néo-Zélandais, les Kiwis, ils s'appellent les Kiwis entre eux. C'est vraiment un peuple accueillant, vraiment agréable. Fait que ça, la communauté autour du sentier était vraiment présente. Ça m'a aussi étonné. Fait que ça, c'était des gros highlights. Mais oui, la nature, on n'a pas eu à transporter aucune eau. L'eau est abondante et très pure là-bas. J'aurais même pu, des fois, ne pas filtrer, juste boire direct à la source. J'ai jamais pris de chance, mais j'aurais pu. Puis il y a des trous d'eau, des fois. Tu sais, tu marches dans une vallée un peu aride, puis tout d'un coup, il y a une source d'eau à ta gauche avec une chute, puis un bassin d'eau claire de 6 pieds de profond. Puis tu peux te baigner. Écoute, c'était magique, là. L'abondance et la qualité des sources d'eau, puis des trous d'eau pour se baigner, c'était juste magique, là. Ça, c'est des gros highlights en chemin. OK, ben, on dirait que tu m'apportes vers une autre question parce que j'ai suivi ton histoire, on se parlait un peu. Tu parles de cours d'eau. Tu me disais qu'il y a beaucoup de rivières à suivre, de galets, de... Oui, c'est vrai, je l'ai pas mentionné, mais oui, en fait, j'ai fait le bilan. L'île du Sud, elle est longue, elle mesure 1313,5 km. Fait que c'est quand même un long sentier. Mais là-dessus, tenez-vous bien, il y a 102 km à marcher dans des rivières. Mais pas juste traverser la rivière. Dedans, le sentier égale la rivière. Ils se sont dit, c'est pas compliqué à entretenir, l'eau va faire le ménage, on va faire passer le sentier direct là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Puis oui, c'est pas une belle rivière sablonneuse tapée, là. C'est des gros galets, des roches rondes, avec de l'eau des fois de fonte de glacier qui est pas super chaude. Fait que ça aussi, la première, elle surprend. Le premier bout que j'ai marché dans une rivière, je suis comme, ah, OK, le sentier, c'est la rivière pour 5 km. On s'amuse, on marche dans l'eau, c'est drôle, ha, ha, ha. Après 2-3 sections comme ça, tu fais comme, bon, OK, je pense que j'en ai assez, là. Ça va être correct, là. Les pieds trempent tout le temps, là. Les pieds trempent, il y a aussi un sol super instable. Puis les rivières, là-bas, sont très dépendantes des précipitations. Puis ils peuvent gonfler d'une minute à l'autre. C'est un des gros risques, en fait, de ce sentier-là, c'est les traversées de rivières, incluant les marches dans les rivières. Quand il y a énormément de précipitations, ces rivières-là deviennent impassables. Fait qu'ils ont construit
jadis, des sentiers alternatifs en hauteur. Fait qu'il y a un petit sentier creusé à flanc de falaise en haut de la rivière quelque part, qui passe dans les buissons épineux, que tu peux prendre si la rivière est trop haute. Par chance, moi, c'était super sec l'année que je l'ai fait, fait que j'ai pas eu besoin de grimper comme une chèvre de montagne sur ce petit sentier-là à moitié érodé. Mais si l'eau est trop haute, on peut prendre ces petits sentiers-là qui appellent les high water route. Mais la plupart, écoute, je sais pas si c'est parce que la météo là-bas est difficile sur le terrain puis qu'il y a souvent des glissements de terrain puis c'est instable. Mais oui, il y a souvent ce petit sentier-là est complètement détruit par des glissements de terrain, des arbres tombés, des roches tombées sur le sentier. Fait que c'est très acrobatique, je dirais, de prendre le détour. Fait que souvent, c'est plus simple de juste marcher dans la rivière si le débit le permet. Tu sais, ça doit être impraticable. Si tu me dis que les vraies portions de trail, si on veut, sont déjà peu entretenues, mais si ça, c'est un sentier secondaire, j'imagine même pas à quel point il doit être peu entretenu ou peu comme... très peu. Peu tapé, là. Non, ils reçoivent très, très peu d'amour, là. C'est énormément d'érosion. Des fois, tu te demandes si c'est vraiment le sentier, à quel point c'est en mauvais état. Tu te dis, si ça, c'était en Amérique du Nord, ils fermeraient la section. c'est à ce point-là. Puis ça, c'est un peu plus tragique, là. Il y a une Australienne qui est décédée cette année. Elle était peut-être quelques semaines en arrière de moi sur le sentier, puis elle a chuté dans un de ces sentiers-là. Okay. Elle est tombée dans la rivière et probablement ils ont retrouvé son corps, donc il y a personne qui a été témoin de l'incident, mais elle avait des blessures à la tête, donc vraisemblablement elle a dû tomber du sentier qui était en hauteur vers la rivière, puis elle est morte noyée finalement Okay. dans la rivière. Fait que c'est à ne pas prendre à la légère, puis ils nous préviennent pas que le sentier est dans cet état-là. Ils disent oui, c'est la Aotearoa, c'est une belle aventure, ils appellent ça du tramping et non du hiking dans le jargon là-bas. Fait que c'est comme à tes propres risques et périls. Hein. Puis tu sais pas exactement à quoi t'attendre quand tu rentres dans le sentier. C'est des niveaux de difficulté complètement imprévisibles. Fait que c'est dur de planifier tes journées. Je suis pas une très grande planificatrice de chaque journée, mais des fois, j'aime savoir si je vais être capable de me rendre de l'autre côté dans 20 km ou si le 20 km va me prendre 2 jours. Tu sais. C'est à ce point-là. Ouais, à la limite, c'est pareil comme toi, là, j'y vais pas mal au jour le jour, mais à la limite, tu te couches le soir puis de voir, OK, ben demain, il y a ça qui m'attend, mais comme si t'es pas capable de penser vraiment à ce qui t'attend puis jusqu'à où est-ce que tu vas te rendre, ça devient un peu plus... Ben, c'est facile de regarder une carte topo puis dire, OK, il y a tant de dénivelé, il y a tant de kilomètres, mais là, c'est qu'on sait pas dans quel état le sentier est. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est difficile à prévoir, là. Quand le sentier est complètement envahi par la végétation, ça va te prendre 2 fois plus de temps parce que tu vois pas où tu mets tes pieds. Fait que c'est ça qui était un peu imprévisible dans certains secteurs. Là. OK. Fait que voilà. Puis... OK. Puis, est-ce que t'aurais... T'as-tu pu expérimenter un peu la culture... Ben, autre que tu dis que les gens sont super sympathiques, là, mais c'est des choses typiques de là-bas, nourriture, des trucs comme ça? Ben, côté culinaire, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment inspiré plutôt de l'Angleterre. OK. Parce que en fait, ça a été colonisé. Ouais, donc, côté culinaire, c'est beaucoup des pies, là, comme des pâtés, des tartes à la viande, si on veut. Fait que c'est pas super exotique, là, comme il y a beaucoup de patates viande en pâté. OK, c'était pas des paysans. Du bon fish and chip. Puis il y a beaucoup de restaurants asiatiques par la proximité de l'Asie, puis par le tourisme aussi. Il y a énormément de tourisme asiatique. Donc, il y a énormément de restos thaïlandais, japonais, chinois, indiens, vraiment de partout en Asie. Là. Okay. Fait que, il y a ça qui est un peu partout, mais tu sais, il y a pas de culture vraiment néo-zélandaise. C'est un pays tellement nouveau. Ouais. C'est un pays qui a été colonisé quand même très récemment dans l'histoire. Fait qu'ils n'ont pas leur propre culture culinaire, je dirais. C'est plutôt international. OK. Ouais. Puis on a visité quand même un musée, parce que l'île du Sud, on passe pas tellement par des réserves maoris. J'ai pas été en contact avec des maoris, qui sont le peuple qui est arrivé avant nous, finalement, là-bas. Par contre, on s'est arrêté dans un musée à la toute fin, à Wellington, le Te Papa Museum, qui vaut vraiment le détour, là, qui nous a plongé un peu plus là, dans la culture du pays, l'histoire,
l'histoire aussi de la faune, tu sais, toute l'évolution des espèces, comment ça s'est fait au fil du temps. Fait que ça, c'était le fun comme dernier petit séjour, là, de passer quelques jours à Wellington puis de s'imprégner un petit peu plus là, de la culture. Parce que le Sentier, on est plutôt isolé, je te dirais, de la culture locale. On est dans la nature. Ouais. C'est une autre culture. OK, mais voilà, mais si c'était à refaire, je dirais, pour quelqu'un... Moi, j'avais déjà visité l'île du Nord dans le passé. L'île du Sud, je l'avais jamais visitée. Mais pour quelqu'un qui est jamais allé en Nouvelle-Zélande, je trouverais ça presque un peu dommage de s'en tenir que à la Te Araroa puis pas aller visiter ce qui est à voir autour. Fait que peut-être soit prévoir plus de temps, puis de sortir du sentier pour aller visiter autour, entre autres aller voir le Mont Cook, aller faire quelques Great Walks en chemin comme la Kepper Track ou la Milford Track, même si les réservations sont compliquées, mais aller voir les parcs autour, aller visiter les villes autour si on a le temps. Puis si c'est vraiment notre premier voyage en Nouvelle-Zélande, on pourrait que faire les Great Walks ou que visiter les parcs nationaux, puis ce serait bien en masse. Mais pour quelqu'un qui l'aurait déjà visité, qui aurait déjà vu là, tout ce qu'il y a un peu à voir côté touristique, ben ce serait quand même une belle aventure. Puis je pense que dans les prochaines années, il vise à s'améliorer le côté... j'ai rempli un questionnaire justement suite à mon expérience. Okay. J'ai vraiment senti une volonté de devenir plus sérieux, finalement, dans leur démarche de devenir un true hike. Là. OK, mais pour l'instant... c'est encore neuf. La manière que tu m'en parles, pour l'instant, je comprends la popularité de visiter la Nouvelle-Zélande en voiture, en van, puis de faire juste 3-4 jours ici. 3-4... Ouais, c'est ça. C'est tellement facile de voyager en camper ou en van là-bas que... en fait, c'est facile à pied aussi, là, étant donné la facilité de faire du pouce. Fait que même si on y va sans véhicule, il y a quand même moyen de faire du pouce. Puis le réseau de transport en commun est étonnamment bien établi. Il y a des autobus entre les villes à peu près partout, même si c'est des petites villes. Je suis surpris. Ouais, moi aussi, ça m'a vraiment agréablement surpris. Fait qu'on peut s'en sortir facilement en transport en commun, ce qui est plus économique que de louer un véhicule. Puis c'est pour plus écologique aussi. Pour se rendre dans les parcs, c'est-tu facile aussi avec le transport en commun? Il y a des navettes qui se rendent dans tous les parcs. OK, parfait. Fait que c'est vraiment facile d'accès en transport collectif là-bas. Là, entre autres, la Route Murd Track, il y a une navette qui sera à l'entrée du sentier. Able Tasman, même chose. Tu as des autobus partout là, qui peuvent te transporter. Puis il y a des services de navettes privées, des shuttles. Il y a vraiment toute une panoplie. Là. On peut vraiment se faire un itinéraire, même si on n'a pas de véhicule. Là. OK, mais tu vois, ça me fait vraiment penser à Patagonie à ce niveau-là. J'étais surpris à quel point que malgré que c'était des petits villages, comme tu dis, qui avaient du transport, des navettes un peu partout pour se rendre de destination à destination. Là. Dans les parcs? Ouais. Wow! Ouais. Bon, ben, il faut prendre exemple là-dessus. Ouais, non, c'est ça. On est un peu, au Canada, on tire un peu de la patte là-dessus. Ouais. Ben, parlant de ça, je pense qu'on a fait le tour de la Nouvelle-Zélande. Puis pendant que je marchais au pays des Kiwis, toi, t'étais aussi t'as voyagé dans l'hémisphère sud. Là. On était dans le même côté de la planète. Ouais, exact. Moi, ça s'est passé en fait fin février à comme fin mars. Là, fait que c'était un mois pas mal en mars en fait. Donc, par où commencer? Ben, j'en avais déjà parlé un peu, je pense, dans le dernier épisode, de dire ça allait être quoi les plans, mais si je récapitule un peu rapidement, j'allais rejoindre 3 Américains, dont un qui est, il y a des gens qui connaissent sûrement son nom, c'est Craig Adams, qui est pas mal un des plus gros YouTubers de randonnée au monde. Là. Donc, on allait faire de la randonnée, lui et 2 autres Américains ensemble. Donc, j'allais les rejoindre. Exactement, en fait, on se rejoignait à Puerto William. Puerto William, c'est un petit village au sud du Chili. Quand je dis sud, c'est qu'en fait, on n'est même plus sur le mainland, donc sur le sur la continuité de notre terre. On est rendu sur une île en dessous, dans le fond, de la pointe du continent américain, mais ça reste en Amérique, là, mais je veux dire, c'est pas sûr. Ça fait partie du Chili. Ça fait partie du Chili, OK. Donc, mais c'est pas si loin, là. C'est juste que c'est plus sur la continuité de la terre d'Amérique. C'est une île un peu en dessous. Ça se rendait en avion ou vous avez pris un ferry? Il y a possibilité de se faire traversier. Ça devient un peu plus difficile. Donc, nous, notre idée a été de se rendre en avion. C'était pas mal la version la plus simple.
et surtout la plus rapide parce que l'enjeu, moi, en fait, la manière que je voyage, c'est souvent de faire le plus que je peux en tant que je peux là. Tu sais, j'ai un billet de retour souvent, donc c'est d'essayer de condenser le plus de trucs à voir là-dedans. Donc, tout ça commence, on veut se rendre là. Ça s'appelle là, je vais le massacrer, là, désolé, l'espagnol. Diante de Navarino, Teeth of Navarino en anglais, là. Donc les dents de Navarino, qui est OK. une loupe de environ, c'est vraiment pas très long, là, c'est environ 50 kilomètres. Mais cette randonnée-là, ce qu'il y a de particulier, en fait, c'est que c'est la randonnée la plus au sud au monde. Euh, Si on enlève l'Antarctique, mais rendu là, tant qu'à moi, Mhm. c'est plus de la randonnée, là. Ouais. Donc là, c'est vraiment le sentier de randonnée le plus au sud au monde. Donc, juste ça, ben, je trouvais ça magique d'aller faire ça. Donc, le but, on se rend toutes là, on se rejoint toutes là-bas. Eux sont ensemble parce qu'ils partent tous de New York et moi, je pars de mon côté. Et ben, ce qui est arrivé, c'est que ben, on est au Québec, on est en hiver. Donc, directement en partant, à partir de Montréal, fin février, j'ai eu un retard de 1 heure et demie. Donc, ce retard-là a Ah. été causé par un vol, en fait, un changement d'avion. Déjà là, en partant, ils ont changé l'avion. Et après ça, ben, là, c'était un nouvel avion. Fait qu'il fallait tout qui a dégivre, dans le fond, qui enlève toute la glace. Fait que ça fait un retard de 1 heure et demie. Moi, pour se rendre au Chili, c'était quelques vols parce que c'est très dur de se rendre direct à Santiago et après ça, en fait, j'avais d'autres avions à prendre. Donc, j'avais un escale à Bogota, un escale de 2 heures et demie, ce que je trouvais qui était quand même correct. Mhm. Mais avec 1 heure et demie Youch. de retard, et ça me laissait environ 1 heure seulement pour aller prendre ma prochaine avion. Et Euh, plus la douane à traverser. Oui, exact. Mais là, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait. Les agents de bord ont laissé un message dire il y a des gens qui ont un vol très court un escale très court à prendre, donc laissez-les passer. Fait qu'on est tous sortis, Ah. tout le monde courait, ça s'est super bien passé. En fait, super bien passé que je me suis rendu à la gate et le boarding se faisait. Donc j'étais comme Ouh, cool, je l'ai. bon timing. Mais en fait, pour me rendre après ça, quand on arrive à, tu sais, ils vérifient ton passeport, ton billet, dire, ben, Air Canada a cancellé ton billet et ton billet, en fait, ton vol sera reporté. Ben, en fait, eux, leur avion décolle quand même, mais moi, je suis changé d'avion. Ah. Donc là, je regarde mes emails, puis effectivement, en fait, au beau milieu de mon vol, donc mon vol partait à 9h30 du soir, ben vers 1h du matin, j'ai reçu un email pour dire on vous book sur un nouveau vol le lendemain matin, en fait, 24 heures plus tard exactement, le même vol, mais 24 heures plus tard. Hmm. Donc là, quand on finit par parler à des agents là-bas, ben ils disent que c'est parce que là, c'était trop serré dans le temps qu'ils voulaient s'assurer que nos bagages allaient nous suivre. Donc, pour ça, ils nous transfèrent sur un vol 24 heures plus tard. Donc, j'ai hôtel de payer et la nourriture pour la journée. Fait Ouais. à ce niveau-là, comme c'est correct, mais moi, j'avais Mhm. 2 autres vols à prendre après. Donc, un, à partir de ça, dans le fond, quand j'arrivais à Santiago, j'avais 10 heures d'escale. Je m'étais même laissé un bon escale là, pour dire comme Ben oui. je prendrai pas de chance. Donc, 10 heures d'escale. Après ça, je prenais Santiago vers Punta Arenas. Punta Arenas. Puis après ça, de Punta Arenas, j'avais un autre 5 heures et je prenais l'avion qui allait vers Puerto William, qui est sur l'île au sud. Mais, dans le fond, là, ça faisait que je manquais tous ces avions-là parce que c'est repoussé de 24 heures et les avions étaient dans 10 heures plus tard mon arrivée. Donc, j'ai pu reporter ma première avion, donc de Santiago à Punta Arenas, pour un frais de 24 $ US. Donc, c'était correct. OK. Mais la deuxième avion, c'est une très petite, très Ah. petite avion. Donc, quand j'ai demandé pour faire un changement, parce qu'en fait, c'est tellement un petit avion que je pouvais même pas gérer ma réservation en ligne. Il a fallu que j'envoie un email. Bah, c'est mieux qu'un Puis, fax, tu sais. oui, mais ils m'ont répondu quand même rapidement, mais pour tout ça, pour me dire que il n'y avait pas de disponibilité dans les prochains jours et en fait que la prochaine disponibilité, si je voulais repousser mon vol, était 2 semaines plus tard. Oh non. Donc, ben ça fonctionnait pas. Premièrement, 2 semaines plus tard, j'avais déjà un autre trek de planifié qui était en fait même déjà booké. Je vais y revenir un peu à ce niveau-là. Mais en fait, aussi, les Américains que j'allais rejoindre, eux, leur vol est déjà booké. Là, ils ont déjà leur truc de planifié. Donc, en fait, j'ai juste pris
un avion jusqu'à Punta Arenas. Tu sais, j'ai regardé toutes les possibilités. OK, si je me rends en traversier, comment ça fonctionne? Tu sais, tout ça, en fait, prenait trop de temps. Puis à un moment donné, tu sais, mon budget n'est pas illimité non plus. C'était beaucoup de coûts. Déjà que, en fait, je venais déjà de perdre beaucoup d'argent. Tu sais, les avions ont changé, mais aussi j'avais déjà oui. des hôtels que j'avais bookés que j'ai pas eu de remboursement. Fait que c'était beaucoup d'argent que je perdais déjà. Que je me disais, ben là, il y aurait beau avoir une solution qui pourrait m'apporter 2 jours en retard à destination. Mais les coûts seraient trop élevés que rendu là, en fait, j'ai juste pris un avion jusqu'à Punta Arenas, puis j'ai attendu les autres gars qui finissent leur trek pour qu'ils viennent me rejoindre. Moi, j'ai juste passé du temps à me reposer, en fait, pour les attendre. Donc, mon voyage commence là. Euh, J'oublie le Teeth of Navarino, qui est la randonnée au sud, qui était malheureusement celle que je voulais le plus faire. Mais c'est pas grave, je me fais à l'idée. Là, ils viennent me rejoindre, on se rejoint à Punta Arenas, on fait une nuit là, et le lendemain, ben, on avait une voiture et on partait vers l'Argentine à ce moment-là, faire le Cerro Yumel. Encore une fois, j'ai sûrement massacré le nom. Donc, ça, c'était environ 8 heures de voiture. On aurait pu prendre une navette pour se rendre, pour ne pas avoir aucun stress, mais la voiture nous permettait d'être vraiment un peu plus confortable, d'y aller à notre rythme. Si on veut arrêter dans un village au travers ça, on pouvait. Et aussi, en fait, de pas avoir de quand est-ce qu'on repart de là. Tu sais, on pouvait repartir quand est-ce qu'on voulait. Donc, on se rend 8 heures plus loin à destination. Et ça, c'est El Chatón. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent El Chatón. Et la raison pourquoi il y a peut-être des gens qui connaissent El Chatón, c'est qu'il y a une formation de montagne qui s'appelle le Fitzroy, qui est à cet endroit-là. C'est un peu, ça ressemble à des aiguilles, en fait. Donc, c'est assez particulier comme formation de montagne. Donc, c'est très populaire, entre autres, pour cet endroit-là. Et nous, notre but, en fait, était de faire, ce que je dis, le Cerro Yumel. Le Cerro Yumel, c'est environ 70 km, 75 km environ de randonnée. Donc, c'est pas extrêmement long. On a fait ça sur 3 jours. Mais c'est magnifique. Dans le fond, il y a une portion qui va suivre un bord de lac. Après ça, il y a une portion qui va être sur un glacier. Mais quand je dis un glacier, c'est un des plus gros glaciers que j'ai vu de ma vie. Là. Je commence à en avoir vu pas mal. Puis je dirais qu'il doit être dans le top 2 des plus gros glaciers. Il faudrait que je compare exactement la grosseur. Là, mais le seul autre que j'ai vu aussi gros que ça était au Yukon. Parce qu'on le suit pendant 15 km à marcher sur le bord du glacier. Donc, tu sais, vraiment une grosse langue de glacier là, qu'on voit puis qui monte vers les montagnes. Puis qu'on se dit, en fait, je sais même pas où est-ce que ce glacier-là finit. Parce que il est tellement énorme, genre il va juste finir par rejoindre d'autres glaciers, puis ça fait juste un immense amas de glaciers. Donc, vraiment impressionnant. Puis après ça, ben, on finit par se passer un col, donc on finit par le perdre de vue, mais on aurait pu, je voyais pas la fin. Là. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Après ça, ben, on a quelques montagnes au travers ça. On finit par, il y a un camping directement sur le bord d'un glacier. Et on a aussi après ça une portion qu'on finit par voir le Fitzroy au loin, que si des gens s'intéressent, ben, il y a vraiment possibilité de se rendre à la base du Fitzroy. Mais moi, j'étais vraiment là juste pour la loupe, le voir au loin, pour moi, c'était déjà assez, parce que après ça, j'avais d'autres plans. Donc, cette randonnée-là, c'était vraiment complètement magnifique. J'ai aimé comment qu'on l'a fait parce qu'on était 3 à documenter. Donc, on voulait pas se piler un peu, en fait, se piler chacun sur les pieds un de l'autre. Donc, on prenait un peu chacun nos distances au travers de la journée. Puis, en fait, ça se faisait naturellement. Les 3, ben en fait, on était 4, là, mais mettons, il y en avait 2 ensemble. Craig qui était tout seul et moi seul. Puis les 3, on a un style quand même similaire, mais on documente pas tout de la même manière. Donc, j'ai remarqué que, mettons, Craig, c'est la personne qui documentait le moins. Ça faisait qu'il était souvent en avant parce qu'il s'arrêtait moins. Ensuite de ça, Ryan et Dave qui étaient ensemble, ben, documentaient juste un peu plus. Donc, ils se retrouvaient souvent au milieu. Puis moi, j'étais la personne qui documente le plus. Puis, s'il y a des gens qui écoutent un peu chacun de nos vidéos, vous allez voir, ça apparaît en fait directement par nos vidéos. Moi, mes shots, souvent en fait, mes transitions, c'est plus rapide par le fait que j'ai beaucoup plus de plans que les 2 autres. Mais ça faisait qu'en fait, on avait chacun un peu notre espace sur le sentier. Il y avait jamais un de nous qui était dans les jambes un de l'autre. Et on se rejoignait à chaque soir au campement. Donc, j'ai quand même trouvé bien cette dynamique-là. Puis après ça, au campement, tu sais,
on niaise un peu ensemble, puis on discute ensemble. Fait que c'était très intéressant. Puis quand on a fini cette randonnée-là, on est après ça, comme je dis, on avait une voiture. Donc, on a pu visiter un peu d'autres choses au travers de ça. Bizarrement, je me suis blessé. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu un vraiment gros mal de genou. Genre, j'avais de la misère. Je boitais, en fait. J'avais de la misère à mettre du poids dessus. J'étais comme, bon, est-ce que je viens d'hypothéquer mon voyage? Oui. Puis je comprends vraiment pas c'est venu de où. Comme juste, c'est pas que je suis pas en forme. C'est pas que c'est la première fois que je marche, mais puis c'est pas que c'était si exigeant que ça. C'était vraiment pas une des choses les plus exigeantes que j'ai faites, mais j'avais cette blessure-là qui a fini par partir heureusement dans les jours suivants. Donc ça, c'est la première partie du voyage. Après ça, on est revenu à Punta Arenas. Eux, ils quittaient vers New York. Eux, c'était ça leur portion de voyage, ces 2 randonnées-là. Et moi, après ça, je restais pour 2 autres randonnées, donc environ 2 semaines de plus. Là, il y avait mon ami Vincent, qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà vu dans d'autres de mes vidéos, qui venait me rejoindre pour cette deuxième portion-là. Deuxième portion, on allait faire, en fait, notre place principale était le Torres del Paine. Là, je le massacre peut-être un peu, qui est un des parcs les plus populaires au monde. Quand on écrit longue randonnée sur Internet, c'est les premières images qui pop, là. Et ça est dans la plupart de toutes les tops, là. Puis, en fait, ce qui est dans la plupart de toutes les tops, c'est le W&O Trek, qui est 2 randonnées de divers kilomètres là, dans le sentier, 2 longues randonnées. Et il y a possibilité de combiner ces 2-là ensemble. Ben là, bien sûr, moi, c'était le plan de combiner les 2 ensemble. Ben oui. Parce que juste un des 2, on est à 100 ou comme 50 km. Fait que moi, j'aime mieux combiner les 2 ensemble qu'on se retrouve avec un 134, je pense, exact kilomètres quand on combine les 2. Donc ça, c'était le plan. Puis avec ce parc-là, c'est extrêmement populaire. Donc, il faut réserver notre emplacement. Donc, je regardais les disponibilités, puis ça devenait très serré. Puis là, des fois, il y avait des disponibilités qui partaient. Puis là, quand tu t'attendais un week-end, il y en avait qui se libéraient. Donc, à un certain moment donné, j'ai fini par avoir une disponibilité qui était le 15, mais dans le fond, Vincent et les Américains, eux, partaient le 10, Vincent arrivait le 10, donc on avait un petit moment entre les deux. Ouais. Fait qu'on a cherché un peu des plans B dans ce secteur-là, et on est arrivé avec Cabo Forward. Cette randonnée-là, pourquoi qu'on est tombé là-dessus? En fait, premièrement, c'est qu'autour de Punta Arenas, il y a beaucoup de petits points de vue ici et là, mais Punta Arenas, c'est très, très, très plat. C'est pas une région qui a beaucoup de montagnes, c'est vraiment plus des champs partout. Des plaines. Puis, des plaines, puis en fait, on est au sud, là, donc c'est plus réputé pour la mer qui est à côté, on est sur le bord de l'eau, là. Mais au bout, en fait, en dessous de Punta Arenas, donc au bout du continent américain, au bout de la terre de l'Amérique, il y a le Cabo Forward, qui est un trek d'environ 70 km, 80 environ. Puis pourquoi qu'il y a un trek là, c'est que en fait, on se rend vraiment à la pointe du continent. Fait que ça rend la chose quand même intéressante. Et on se rend au phare, donc le phare pour les bateaux, le plus au sud du continent américain. Fait qu'encore une fois, ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Donc, c'est pas... Quand je faisais mes recherches, c'était pas la chose, côté visuellement, c'était pas la plus belle chose, mais je me suis dit, pourquoi pas, on a du temps, 80 km on avait quoi, 4 jours? Ça se fait bien. Ça se fait bien. C'est moins populaire. Comme trek aussi, ça ne nécessitait pas de réservation, rien? Non, absolument pas. Là, on a croisé... il y a la première portion qu'on croisait un peu plus de monde. En fait, la portion qui sera environ jusqu'au phare. Puis après ça, il y a plus personne. Donc, on se rend là, on loue une voiture pour se rendre là. Il faut que tu t'enregistres à un poste de police pour être sûr, en fait, pour donner trace à quelqu'un que tu es là, puis quand tu reviens, il faut que tu reviennes remplir le papier que tu es revenu. Parce que, c'est comme une ZEC un peu. Ouais, si on veut comme une ZEC, mais là, c'est le poste de police, dans le fond, à l'entrée de cette région-là qu'il faut aller s'enregistrer. Un mini poste de police, là, il y a un bureau dedans, là, c'est tout. Là. Vraiment un poste de police de village. Puis, une des choses qui est particulière de cette région-là, c'est dans le fond, on est sur le bord de la mer. En fait, on est sur le bord du détroit de Magellan. Je pense que c'est ça, le nom du détroit là, qui est au sud du continent, puis qui est un des détroits en fait, qui
qui a une bonne, qui a une grosse réputation parce que c'est une des seules places qu'on peut passer au travers le continent américain. T'as, bien sûr, Mhm. Panama, mais sinon, après ça, c'est là, parce que sinon, après ça, ben, on est en dessous du continent américain, Ouais, puis de ce que les gens disent que c'est très, très dur à naviguer en ouais. bateau par cet endroit-là. Donc, la plupart des bateaux vont passer par le détroit de Magellan. Là, ça se peut que je Mhm. massacre le nom, puis que je me rappelle pas du nom comme il faut. Fait que ça, c'est particulier quand même de marcher sur le bord de ce détroit-là. Mais la chose qui rend ce sentier-là un peu plus technique, malgré que c'est juste un bord d'eau et qu'il y a très, très, très peu de dénivelé, c'est qu'on va avoir quelques traverses de rivière, mais ces Ah traversées de ah. rivière se déversent dans la mer. Donc, on a, ce qu'il faut penser, c'est les marées. Donc, dépendant à quel moment qu'on traverse la rivière, on a par-dessus la tête ou on a jusqu'aux genoux. Donc, il faut penser, Avoir la... il C'est ça, faut ça vous prenait calculer l'horaire des ça. marées, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça rend comment dire, ça rend ça difficile de, malgré que c'est un 80 km, c'est plat, on pourrait se dire, hey, je vais faire 2 grosses journées, puis bang, bang, c'est fini. Et Mais c'est pas mal impossible dû à l'horaire des marées. c'est ça. Parfois, il faut attendre que ça redescende, fait que ça peut jouer sur les journées, là. Ouais, exact. Fait que notre plan Tu peux était pas rester mal. pris. Ouais, exact. Tu sais, on avait l'horaire, puis on s'est dit, je pense qu'en 3 jours, on est capable de le Mm. faire sans trop se rusher non plus. Tu sais, je documente, puis Vincent, il prend des photos, on appréciait le moment. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on se rend sur le sentier, puis on est là fin été, là, vraiment fin été. En fait, on est à quelques jours d'être l'automne. Donc, c'est pas le moment Ce qui le... veut dire, ben, à l'envers de nous, donc vous étiez rendu en mars? Ouais, exactement. Là. C'est ça, exactement. Donc, pour eux, c'est leur fin d'été et Ouais, on arrive à l'automne. c'est ça. Euh, Puis, cette région-là, en fait, c'est quand même reconnu pour des gros vents, météo qui change assez rapidement. Puis, c'est reconnu pour être... ça peut être gris. Et puis, effectivement, en fait, tout le temps que j'étais à Punta Arenas, je pense que j'ai pas eu une journée de soleil ou tu sais, Ouf! un éclairci là, mais sinon, c'était gris, sans nécessairement mouiller, mais juste pas nécessairement de vue. Donc, notre première journée sur le sentier, c'était effectivement ça. Très, très gris, un peu de pluie aussi au travers ça. Fait que malgré que tu es sur un bord du détroit, puis l'autre bord, il y a beau avoir des montagnes, on ne les voyait pas. Hmm. Ou on voyait comme la base un peu, mais on voyait pas nécessairement Ouais. les sommets. Ils sont Euh, perdus dans les nuages. Ouais, exact. Puis là, tu suis ce détroit-là tout le long. C'est forêt, plage de galets, là, qui est pas la chose la plus Hmm. agréable à parler, à marcher, C'est... surtout quand Non? que c'est, tu sais, là, c'est vraiment une plage. Donc, on part de la forêt qui est un petit peu plus en hauteur et le galet s'en va en pente vers l'eau. Mhm. Fait que t'es jamais droit. T'as toujours une jambe qui travaille plus que l'autre. Euh, Oui, c'est dur sur les hanches à la fin de la journée, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est pas agréable. Non. Donc, quand les bouts de forêt arrivaient, on était Ah, un peu soulagés parce qu'on était sur la terre, mais ça me faisait penser un peu à ce que tu disais sur la Nouvelle-Zélande. ouais. C'est, c'est pas un sentier entretenu, là. C'était très, très dense, là, tu sais, à pousser les branches parfois pour avancer. Puis c'est beaucoup de racines et de roches. C'est pas la partie qui me dérange, mais c'était quand même juste que c'était très, très dense comme forêt. Tu sais, assez que quand t'es dans la forêt, t'as même plus l'impression d'être sur le bord de l'eau, là. T'as vois T'as, plus, là. t'as vois plus. Donc, encore une fois, côté vue, c'est pas la chose la plus intéressante parce que tu perdais tout signe de vue à certains moments. Puis après ça, ben, t'arrivais sur le bord de l'eau, mais c'était la même vue que t'avais 5 kilomètres avant, là. Tu sais, c'était juste Ouais. 5 kilomètres plus loin sur le sentier avec une nouvelle baie, mais qui est sur le même détroit avec les mêmes montagnes l'autre bord. Euh, Fait que déjà là, je commençais à me dire, ouais, tu sais, je comprends pourquoi ce sentier-là est pas si populaire que ça. C'est pas Hmm. la chose la plus intéressante. Donc, on se rend au soir, juste avant notre première traverse de rivière, qui a on a été étonnés. En fait, il y avait un genre de refuge, quand même très rustique, mais des murs, un toit, même un petit poêle à bois, mais aucun, Ouais, ben, ça se oh, prend oh, bien. il y a aucun lit, là, tu sais, il y a aucune Ouais. même base de bois, là, tu sais, tu mets ton matelas à terre, puis c'est ça. Euh, Puis là, on passe la nuit là, puis tout ça, puis tu sais, on dirait que j'ai comme la réflexion de, bon, qu'est-ce que ce sentier-là va m'offrir de plus? Puis le lendemain, je me réveille, puis je dis à Vincent, qu'est-ce que t'en penses que... Parce que dans le fond, c'est un aller-retour, OK? Fait que Mhm. c'est à dire, là, on se rend au point le plus au sud et il faut revenir. Donc, qu'est-ce que t'en penses qu'on arrête cela puis qu'on revient sur nos pas? On a quoi, peut-être
le quart du sentier de fait. OK. Puis Puis vraiment laisser tomber la pointe la plus au sud. Là, laisser tomber. Puis c'est la première fois, je pense que je fais ça de ma vie, Ouais. d'abandonner un sentier, mais je me disais, la vie est trop courte. Oui. Comme je me demandais, à part de dire que j'ai été vraiment sur le point le plus au sud du continent, qu'est-ce que ça j'allais allait. Ouais. Qu'est-ce que m'apporter tu allais de en tirer plus? de plus? Ouais. Ouais, Parce que le exact. paysage était pour être le même au bout. Là. Pratiquement le même. Tu sais, là, ce matin-là, quand on est sorti du refuge, puis qu'on a vu, là, les montagnes étaient plus dégagées de l'autre côté. Donc, c'était beau. Mais après ça, tu sais, je voyais le côté de côte à l'infini, puis c'est comme, c'est la même chose, là, tu sais, C'est ça. il y a absolument... T'as vu ce qu'il y avait à voir. Là. Exact, puis tu sais, j'ai vu le point de vue sur la partie le plus au sud. Ben, en fait, ça reste le même point de vue que j'avais quasiment de où est-ce que j'étais, mais juste plus au sud. Mhm. Donc, fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Je pense que la décision a été un peu unanime de dire, ben, on va profiter un peu de ce qu'il y a à voir dans la région. Tu sais. Puis moi, j'avais eu le temps de visiter Punta Arenas, mais Vincent, il venait d'arriver. Ah oui. Je vais y faire voir un peu ce qu'il y a à voir, visiter tu sais, voir le village et tout ça. Donc, on est retourné de bord. Mais malgré comme cette très courte distance sur le sentier, la chose la plus merveilleuse de ce sentier-là, ben, c'est le fait d'être sur le détroit. Il y a beaucoup de vie sauvage. Ah ouais. Le fait d'être très peu achalandé, il y a beaucoup de vie sauvage. Fait qu'on a pu voir baleines au très très loin. Là. J'ai vu un jet de baleine loin, mais beaucoup de phoques, des dauphins aussi, Ah. puis beaucoup d'oiseaux. Fait que, tu sais, juste ça, c'était quand même très, très, très intéressant à ce niveau-là. Là. Fait que je suis quand même content d'avoir fait cette portion-là pour ça. Mais après ça, j'ai pas de regret de pas l'avoir fini. Fait que ça, c'est la première partie. Puis après ça, ben là, on s'en va dans Torres del Paine, Oh yeah. qui est comme j'ai parlé un peu, très, 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 très populaire. Super facile pour se rendre, là, je n'ai parlé un peu tantôt. Vraiment, tu prends un autobus à partir de Punta Arenas et tu te rends directement au parc de cette manière. En fait, non, tu te rends à Puerto Natales, qui est le petit village qui est en dessous du parc, et de là, tu prends un autre navette qui t'apporte au parc. Mm-hmm. Mais tu sais, Puerto Natales, c'est un beau petit village, c'est quand même vivant, on pourrait dire un peu comme Banff, là, fait que c'est très touristique, mais avec un peu de restaurants, boutiques ici et là, fait que c'était la rue principale, mettons, c'était quand même vivant, puis si tu veux faire des ravitaux de nourriture, c'est une belle place aussi pour le faire, puis après ça, tu prends une navette pour te rendre au parc. Donc, le parc, la plupart des gens vont le faire, de ce que je regardais, en 8 jours environ, faire la boucle du W et O. Nous, on a visé le 6. Pour être honnête, c'est pas parce que je voulais pas le faire plus vite, c'est parce que c'est pratiquement impossible de le faire plus vite. Puis là, je vais expliquer un peu le pourquoi. Je crois que moi, à le refaire, j'irais vers 5. Mais en 6 jours, c'était agréable. OK. La raison pourquoi c'est pas possible, la partie W, c'est peu réglementé. Mais en fait, c'est pas que c'est peu réglementé, mais tu peux, si quelqu'un est mindé à faire le W en une journée d'un bout à l'autre, il pourrait. OK? Ah. La chose qui serait un peu plus contraignant, c'est que, dans le fond, il y a deux... imagine un W, la pointe du milieu du W et la pointe à la fin du W, il y a des heures pour se rendre à ces pointes-là. Tu peux pas te rendre trop tard dans la journée parce qu'il ferme cette portion-là du sentier vers ce point de vue-là par sécurité. Puis c'est là, en fait, le fait que c'est un parc très, 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 très populaire. Il y a beaucoup de restrictions comme ça pour protéger les randonneurs parce qu'il n'y a pas tous les randonneurs qui ont mon expérience. OK, fait qu'il prévoit fermer le parc pour les plus lents, dans le fond. Ben, pas fermer, mais que les gens soient tous sortis à temps pour la nuit. Exactement, pour pas qu'il y ait pour la sécurité de tout le monde. Oui. Fait qu'il y aurait possibilité de le faire, mais il faudrait que tu sois quelqu'un d'assez vite pour faire le W en une journée. Mais où est-ce que ça se complique? C'est plus sur le haut. Le haut, dans le fond, là, ils ont mis beaucoup plus de réglementation. Fait que le haut, dans le fond, quand je dis le haut, imagine le W est en bas du parc, mais imagine que, dans le fond, pour le haut, tout le bas du W, imagine que ça fait partie du haut, puis après ça, ben le haut fait juste continuer en haut pour faire comme une grosse boucle. Fait que ça me prendrait un dessin, je suis très visuel, là, mais...
Ben, en gros, quand je dis que c'est combiné, c'est Ouais. que c'est pas deux portions séparées. En OK. fait, c'est pas deux régions séparées que tu lis un à l'autre. Sont les deux ensemble, mais dans le fond, le W, c'est la portion sud du O. OK. Fait que, en tout cas, Fait que c'est une boucle, si je comprends bien, si tu fais le O, qui c'est là que tu inclut finis par faire une hook, exact, une boucle, OK. puis que tu OK. finis par inclure le W là-dedans. Tandis que si tu fais D'accord. le OK. W, ça sera pas une boucle, il va falloir Non, que, dans le fond, ça va être c'est un aller-retour. un aller-retour ou un aller, tu prends une navette au bout, puis tu Mhm. reviens à ta destination. Ah, je vois. C'est bon. Donc, Compris. la portion O, la portion nord du O, en fait, là, t'es plus isolé, donc il va y avoir moins de services sur le sentier. Il n'y aura pas les hôtels du bas du parc, il n'y aura pas les campings un peu plus de luxe avec un restaurant dedans, etc., etc. Donc, sur la portion nord du haut, c'est un peu plus isolé. Il n'y a pas de route nécessairement qui se rende à tous les endroits. Donc, pour cette raison-là, ben, ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de réglementations. Et quand je dis beaucoup de réglementations, c'est qu'à un certain moment, tu n'as plus le droit de skipper certains campings. Ah, Donc, tu es obligé de partir, dans le fond, à partir de Dixon, qui est un camping qui est au nord, il faut que tu te rendes à quelque chose qui commence par P, j'ai oublié le nom, désolé. Tu es obligé de se rendre à ce camping-là et d'arrêter à ce camping-là, mais il faut savoir que entre Dixon et ce camping-là, c'est seulement 12 km. oh, 12 pas une grosse km journée, là. avec très, très, très peu de dénivelé, là. Comme, il me semble que c'était OK. quelque chose comme 300 mètres de dénivelé, là. Donc, très, très, très peu. J'espère que vous aviez un jeu de cartes. Ouais. Donc, et la raison pourquoi ils font ça, comme je dis, c'est pour protéger les gens et parce que Oui. après ce campement-là, c'est le col, comme la partie un peu plus technique, un peu plus exigeante du trek. Et on se ramasse à un col, puis rendu en haut du col, mais on est face à un très grand glacier. Donc, c'est très, très, très dégagé. Et l'Argentine, le Chili, en fait, la Patagonie est reconnue pour avoir des très, très gros vents que j'ai pu vivre un peu plus tard. Ah oui. Donc, pour cette raison-là, mais dans le fond, ils obligent les gens à arrêter à ce moment-là pour pas que les gens partent faire, après ça, c'est un 17 km, en fait, pour se rendre jusqu'au Trop tard prochain dans la campement, journée. Ouais. trop tard dans la journée, puis qu'il y a des gens pris sur le sentier. Puis, en fait, aussi pour faire un check-up météo de comme, OK, ben, Comment la demain, journée s'annonce, là, ouais. ouais, demain, tu vas pouvoir partir parce que la météo est adéquate. OK. Ils peuvent se faire refuser le départ. OK. Fait qu'il y a un ranger, tu sais, il y a comme une Ouais. station, là, qui dit Ouais, aux gens, go, no go. exact. Dans le fond, il y a comme un genre de chalet qui va avoir la place avec le Rangers, qui a un petit OK. Qui a dépanneur, là, accès qui à la est météo. chip, chocolat, des affaires de même, là. Après ça, t'as comme des toilettes, puis t'as genre une place pour cuisiner. Fait que c'est OK. comme une pièce fermée pour cuisiner. Puis quand Ouais. je dis que c'est très, très, très protégé, là, comme parc, c'est parce que tu peux pas utiliser je sais que les gens me connaissent, là, j'utilise pas moi de brûleur, mais quelqu'un qui voudrait utiliser un brûleur ne peut pas l'utiliser à l'extérieur. Mhm. Tu es obligé d'utiliser dans cette cabane-là pour prévenir les risques de feux de forêt et des choses comme ça, là. Mhm. Donc, il faut que tu l'utilises dans ces emplacements-là dans les campings. En pleine nature, tu ne peux pas. Nice. Puis après ça, là, dans le fond, dans tous ces campings-là, il y a des endroits tu peux louer des tentes. Donc, des tentes comme qui sont déjà plantées. Il y a un matelas, il y a un sleeping bag dedans. Ou tu peux utiliser ta tente. Mais là, moi, je l'ai dit, en fait, j'ai réservé ça en novembre. Puis même là, ça a été dur, en fait, réserver tous mes emplacements. Wow, de novembre pour mars, là. Ouais, parce que moi, je l'aurais fait dans ma tente au complet tout le long parce que c'est la manière la moins dispendieuse de le faire. Tu sais, on parle d'environ, je pense que c'était 11 US, quelque chose de même pour ton emplacement de tente. Après ça, c'est sûr, il faut que tu payes ta passe de parc, là, mais tu sais, ça reste très peu dispendieux. Fait que j'aurais voulu le faire comme ça, mais même en novembre, dans le fond, j'avais plus la possibilité de le faire entièrement en camping parce que la plupart des endroits étaient complètement réservés. Fait que ma première nuit, ça a été une tente, dans le fond, ils appellent ça tente premium, que c'est comme une tente de voiture là, que tu montes sur un char, là. C'est une tente de toit, là? Ouais, fait que c'était exactement ça. Dans le fond, c'était placé en hauteur, sur comme un rack de métal. Puis il y avait une échelle pour me j'ai rendre vu ta photo. à ma tente. Fait que ça, c'était ma première nuit. C'était très Gros confortable, luxe. tu sais. J'étais habitué, moi, dans une petite tente, 2 places, épaule à épaule. Là, on aurait pu coucher 4 là-dedans. Là. Fait que c'est Ça se très prend bien. large.
avec un matelas, puis là, tu sais, sleeping bag, tout ça. Fait que ça, c'était bien. Après ça, mes trois autres nuits étaient dans ma tente à moi. Et après ça, sur la dernière portion, mon dernier campement n'avait plus de place pour des tentes, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui était des cabines. Fait que c'est des petites cabines genre en triangle, là, si on veut. Puis là-dedans, t'as un petit poêle à bois, puis t'as 2 lits, puis c'est très, très rustique, mais c'était ce qu'il y avait de disponible. Fait que ça fait que, en fait, je pense que ça m'a coûté $700 US Quand pour même. ma portion. Puis là-dessus, tu sais, c'est en splittant les coûts, mettons, de la Ouais. cabine avec Vincent, des choses comme ça. OK, ça, c'est donc fois 2. Ouais, fois deux. C'était quelque chose comme 1400 US à deux. Wow. Parce que juste la cabine, je pense que c'était 500 US, quelque chose de même. Wow. Fait que Puis c'est combien de nuitées au total? 5. Wow. OK. Mais c'est juste parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il n'y a pas tous les emplacements de camping qu'on pouvait prendre. Ben oui. Donc, c'est ça. Sur la portion nord, c'est très réglementé pour prévenir tout ça. Puis, tu sais, si quelqu'un veut aller le faire, je dirais comme arrive tôt aux emplacements de camping parce que même, mettons, si tu as loué une place pour ta propre tente, mais plus que tu arrives tôt, plus que tu as le choix de l'emplacement que tu prends. OK, c'est pas des emplacements prédéfinis, là, c'est... Oh. Non, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est un champ ou des places entre les arbres, en fait. OK. Fait que, puis la plupart du temps, en fait, c'était ça, c'était des places entre les arbres. Ça fait que dépendant de la tente que tu as, tu sais, moi, j'ai une Durston 2 places. Ah oui, ça te prend de la place. Ça a un bon pitch, là. Ouais. Il fallait que je trouve, tu sais, la bonne emplacement qui était plat tout le long, c'est pour pas camper dans les racines, là, parce que des fois, il y avait des emplacements, j'étais comme, OK, techniquement, il y a assez de place, mais après ça, ma tente, elle tombe dans les racines. C'est ça. Donc, c'était arrivé à temps. Puis, ben, heureusement, je l'ai dit, c'est un sentier qui est très, très, très populaire. Donc, il y a des gens de toute expérience et des gens que j'ai rencontrés, j'étais sûrement la personne avec le plus d'expérience de tout le monde qui était là. Puis, juste par l'équipement, ça transparaissait. Mais après ça, tu sais, elle parlait aux gens aussi. Je pense pas que j'ai vu quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi, en fait, que j'ai pu parler. C'est délicat, parce que dans ce temps-là, c'est pas tout le monde qui a l'étiquette de camper en groupe, là. Ben 100%, puis de comment faire attention à la végétation. Leave no trace. Exact, fait que c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a beaucoup de réglementation. Mais ça faisait en fait que, en gros, tu as un temps maximum pour partir pour check-out et pour partir vers ton prochain point. Parce qu'il oblige ça pour que tout le monde se rend à temps à destination et que personne ne se rend à la noirceur. Wow, OK. Mais moi, ça faisait que je sais que je marche plus vite que la plupart des gens. Puis Vincent, malgré qu'il marche peut-être pas à ma vitesse, il marche quand même plus vite que la plupart des gens. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on était souvent les derniers partis du campement, ou presque. Et on finissait par arriver, la plupart du temps, avant tout le monde. Ouais, on finissait par... À part, tu sais, mettons, on pouvait partir vers 9-10 heures des fois, puis il y a des gens, oui, qui étaient partis déjà vers 6 heures du matin. Eux, ils étaient arrivés avant nous, là, on va s'entendre. Mais, tu sais, des gens qui partaient on était en train de déjeuner, puis ils partaient vers 8 heures. Et puis nous, on partait 2 heures après, mais on finissait par les rattraper, puis arriver vraiment avant eux au campement. Fait que ça faisait que j'ai pas eu moi, personnellement, j'ai pas eu de problème de campement parce que j'arrivais avant tout le monde et je pouvais choisir mon emplacement. Mais quelqu'un qui marcherait peut-être un peu plus lentement, je dirais, pars tôt pour être sûr de t'arriver, d'avoir un emplacement et pour être sûr d'avoir une toilette. J'explique, OK? Il y a des toilettes disponibles pour comme des toilettes comme qu'on a au Québec, là, comme avec un siège et tout ça. Qui flush, là, non? Qui flush, qui flush. Il faut juste que tu mettes... il y a une poubelle pour le papier de toilette, c'est la seule petite affaire. Là. Mais en dehors de ça, oui, ça flush. Mais si tu t'attends trop pour faire tes besoins, il faut que tu te times, là. Time-toi pour avoir ton métabolisme qui fait que tu as envie de caca en fin PM, OK? Parce que si t'attends trop, mettons, t'es comme, non, moi, je fais caca le matin, ben tu vas arriver au matin puis toutes les toilettes sont toutes bouchées. Parce que il y a tellement de gens sur le terrain que la toilette est comme est trop utilisée, je sais pas, puis ils finissent par être toutes bouchées une après l'autre, là. Puis eux autres débouchent ça tous les jours, là.
il débouche ça tous les jours, mais l'entretien se fait, dans le fond, il y a une affiche là, qui dit entretien telle heure, puis c'était entre midi et 1 heure. Fait que c'est pendant qu'il n'y a plus personne aux emplacements de camping. Ben oui. Donc, c'est ça. Tu te ramassais comme avec plus de toilettes, là. Sinon, il y avait des douches aussi, très, 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 très basic. Personnellement, je n'ai pas pris parce que j'ai rien pour prendre ma douche. Là, j'apporte pas de serviette, rien de ça. Puis anyway, je retourne dans mon même linge qui pue le lendemain. Là, fait que je n'ai pas pris, mais quelqu'un qui voudrait prendre une douche, il y a des douches aussi. Fait que ça, c'est ça. C'est pour la partie eau. C'était quand même beau. La portion du glacier, c'est le highlight du trip. Là. C'est un beau grand glacier, pas autant gros que celui que je venais de voir avant, là, mais qui est quand même très, très, très impressionnant. Puis on était là, on était vraiment là, fin été, même, en fait, on a fini, puis c'était l'automne, en fait. Je pense qu'on a vraiment fini la journée de l'automne. Ce qui fait qu'en montagne, mais les couleurs commencent à être là. Fait qu'on avait beaucoup de rouge orangé. Fait que ça, là-dessus aussi, c'était magnifique d'avoir... t'as comme tous les petits buissons qui sont rouge-orangé avec le glacier à côté. C'était vraiment beau. Puis là, on arrive pour la première fois de notre trek, ou presque, sur la portion W. Et le contraste, là, les gens, à quel point il y a du monde, là, c'est ridicule. Parce que sur le haut, ce qui arrivait, c'est que oui, on est peut-être... pour de vrai, on devait être minimum une 50aine, puis de gens à chacun des emplacements de camping. Fait que ces 50 personnes-là se suivaient jour après jour. Ouais. Fait que c'est la petite place que je te parlais pour faire la nourriture, là. Nous, on était là, on arrivait tôt, fait qu'on était là avant que tout le monde se mette à cuisiner. Fait qu'on mangeait, on était là-dedans un peu au chaud parce que des fois, c'était un peu plus frais. Puis on mangeait là. Mais après ça, on voyait que tous les autres gens, dans le fond, nous, on finissait par quitter, puis les gens attendaient à l'extérieur pour avoir leur place dans cette pièce-là, pour aller faire leur cuisine, tellement qu'il y a des gens, il y a comme il y a un roulement qu'il faut qu'il se fasse dans cette pièce-là, là. Mais, en gros, ça faisait que c'était juste un moton de gens qui a accès à ce sentier-là, parce que pour avoir accès au haut, il faut que tu aies ta réservation. Si tu n'as pas ta réservation, mais rendu au terrain de camping, s'il n'y a pas de place, ça se peut qu'il y ait de la place puis qu'ils trouvent une tente à la dernière minute, mais techniquement, tu n'as pas le droit de faire ça. Techniquement, il faudrait que tu aies ta réservation. Fait que vous êtes limité aux mêmes 50 personnes, au moins pour cette partie-là. Exact. Fait que ça fait que quand tu as à croiser des gens sur le sentier, mais c'est le même moton, puis une fois que tu les as passés, c'est fini, là. Ils sont plus là. Tu n'as plus à faire la file indienne derrière les gens tout le long. Tes passes, c'est fini. Mais quand tu arrives sur le W, il y a des gens partout parce qu'il y a plein de points d'accès au W et plein, dans le fond, les gens font juste des hikes pour certains points de vue. C'est donc plus accessible. Exact. Et par exemple, le premier camping qu'on a croisé sur cet endroit-là, c'est le camping Grey. Puis il y a une navette, en fait, un traversier, je veux dire, qui arrive directement à environ 3 kilomètres de ce camping-là. Fait que tous les gens se rendent là. Là-dedans, il y a un genre de refuge, hôtel refuge. T'as des tentes que tu peux louer et tout ça. Fait que c'est bondé de monde. Ouais, exact. Il y a un terrain, il y a un restaurant que tu peux manger. T'avais des gens bruyants et sous au restaurant. Puis ça, là, c'est un autre... On change complètement comme de mentalité. On n'est plus dans l'autre, t'es comme un peu plus dans la mentalité longue randonnée, tout le monde est comme autonome avec un guide là, pour faire la nourriture et tout ça. Mais là, vu qu'il y a le restaurant, t'as plein de gens qui viennent, qui sont juste là à la journée, ça devient très, très, très bruyant. Puis surtout très, très, très achalandé. Fait que là, ça a été un gros contraste à cet endroit-là. Puis tout le reste après ça du W, on le voyait, là, c'était gens après gens après gens après gens après gens. Puis, en fait, on a été chanceux sur toute la journée. Puis cette portion-là, en fait, c'est la seule portion qu'on a commencé à avoir de la mauvaise météo. Donc, quand je dis qu'ils font extrêmement attention pour garder tout le monde en sécurité, si on veut, la portion du milieu du W, là, donc la patte qui monte au milieu du W, quand on est arrivé pour la faire, il avait fermé parce que dû à la pluie et au vent. Donc, dans le fond, c'est la seule portion qu'on n'a pas été capable de faire de tout le OEW Trek parce que il avait fermé cette journée-là. Donc, c'est des choses qu'il faut que tu gardes en tête quand on va faire ces treks-là. Ça veut pas dire exact. Ça veut pas dire qu'on va être capable de tout faire. Puis,
la première journée, quand on a commencé, dans le fond, la dernière patte du W, celle la plus à droite, c'est pas mal un des plus gros points de vue du trek. Fait que c'est, dans le fond, t'as le glacier, je dirais, puis t'as cette euh, partie-là qui t'emmène au pied d'un lac et avec une formation de roches que comme ils appellent les towers, là, donc c'est comme 3 Ah, les tours fameux, ouais, ceux qu'on voit beaucoup sur les photos, là. on les Très, voit très dramatiques, là. on les voit partout, 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 C'est partout. ça. Oui, oui. Fait que nous, quand on a commencé notre première journée, on était comme, bon, aujourd'hui, on a soit un 15 km à faire ou prend en considération que, dans le fond, la patte du W était un peu en arrière de nous. Il fallait marcher comme 5 km pour commencer à monter cette patte-là, pour aller vers ce point de vue-là. Où on profite qu'aujourd'hui, il fait vraiment beau, gros soleil, puis on sait pas ce que les autres journées vont avoir l'air, parce que dans le fond, techniquement, on aurait fini par cette patte-là, mais on sait pas la météo va avoir l'air de quoi. Donc, on a décidé de faire une journée de 35 km pour aller faire cette pointe-là, revenir sur nos pas et après ça, aller à notre campement 15 km plus loin. Ouais. Qui était la bonne chose à faire, parce que quand on a fini notre dernière journée, il faisait gris, il mouillait. Donc, Oh, wow. Puis ça, ça vous était permis de le faire. Oui, exactement. Parce que dans le fond, cette randonnée-là, t'as pas besoin d'avoir de réservation. Là. La plupart des gens font ça une day hike, là, juste l'aller-retour 20 km pour se rendre à cet endroit-là. Puis c'est vraiment la portion la plus achalandée. Là, c'est vraiment à la file, un derrière l'autre. Ah ouais. Puis, tu sais, à attendre vraiment, parce que les gens sont là en groupe, ils se parlent, ils t'entendent pas nécessairement derrière, fait que t'es juste pogné derrière. Puis là, dès qu'il y a comme une ouverture, ou dès qu'ils s'arrêtent, t'es comme « excuse », puis là, tu pars aux gens. Puis, tu sais, t'arrives au pied de la montagne, puis il y a une tralée de monde, là, tu sais, c'est plein. Tout le monde, en fait, les gens, tu sais, font la file pour la même roche avec la même composition, avec le même, avec le plus sur le bord du lac, là, il y a vraiment un line-up pour aller prendre cette photo-là. Oui, je pense que j'ai vu un de tes stories qui montre la photo que t'as pris, puis ensuite la photo des gens qui prennent cette photo. C'est énorme, la foule. Ouais, c'est ça. Toi ou Vincent, là, mais... C'est moi ou Vincent, mais oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas la portion la plus isolée, mais tu sais, ça vaut le détour, là. C'est vraiment beau. Donc, ça, c'est ça pour le W et O. Malgré qu'il y avait des gros highlights de cette portion-là, tu sais, le glacier et ce tour-là, c'est extrêmement magnifique. Mais pour être honnête, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ce sentier-là est si populaire que ça. Comme, oui, ces tours-là sont particulières. Oui, le glacier, il est beau, il est énorme. Mais tu sais, je commence à avoir fait beaucoup de randonnées, puis je trouve qu'il y a des randonnées qui ont les mêmes compositions qui vont être beaucoup plus intéressantes que celles-là. Ça serait pas un petit peu les médias sociaux? C'est ça. Là, la seule raison que je vois, c'est dû aux médias sociaux et que les tours, dans le fond, c'est accessible en une journée et qu'il y a beaucoup de... L'accessibilité. L'accessibilité fait que ça fait que plus de gens, plus de réglementation, plus de gens, plus de personnes qui en parlent, plus de personnes qui retournent. Fait que ça fait plus d'aménagement là-bas aussi. Plus d'aménagement. Mais pourquoi je dis que je comprends, j'ai un peu de la misère à comprendre pourquoi ce sentier-là est si populaire que ça, c'est qu'en dehors de les 3 tours et le glacier, t'as beaucoup de portions que t'es dans la forêt avec aucune vue, là. Puis c'est pas que je déteste les parties dans la forêt. Souvent, j'aime ce petit contraste-là. Mais là, t'en as vraiment, vraiment beaucoup où que t'es juste comme dans des plaines très, je dirais, très basse végétation. On dirait quasiment désertique, là. Fait qu'il y a ce petit aspect-là que j'ai fait de la misère à comprendre, mais je sais que, tu sais, plus que d'aménagement, plus qu'il y a de services, ben plus que ça apporte des gens. Fait que ça, il y a un peu ça. Tu sais, c'est facile d'accès, là. C'est zéro. J'ai zéro trouvé ça difficile comme sentier. Tu sais, sur 134 km, je pense de 5500 mètres de dénivelé environ. Fait que ça se fait vraiment très bien. T'as beaucoup de portions avec moins de 1000 mètres de dénivelé dans une journée, là. Donc, très accessible. Mais pour comparer au Cerro Yumel que j'ai fait avant en Argentine, tant qu'à moi, c'est une version condensée du W et O. Parce que dans le fond, t'as la moitié de la distance, mais pour voir le même genre de truc. Fait que t'as un peu, comme je dis, végétation basse avec un peu des plaines. Mais t'as les glaciers.
t'as le glacier, fait que les deux ils ont un glacier, mais l'autre glacier, je le trouvais beaucoup plus impressionnant sur le Cerro Yumel. Au lieu d'avoir les towers, les 3 tours, mais là, t'as le Fitzroy, qui est une formation qui est quand même similaire, là, qui est des aiguilles, dans le fond, très pointues de roche, une montagne comme ça, que t'arrives pas à la base, mais t'as possibilité, si tu veux, d'aller à la base comme pour le W. Puis t'as aussi sur le WO, tu vas avoir des portions sur le bord de lac. Même principe, t'as des portions sur le bord de lac. Mais tout ça en étant beaucoup plus sauvage. Pas de... Ben, très peu de réglementation, en fait. Fait que les seules réglementations qu'il y a, c'est il y a des endroits pour camper. Mais tu sais, on était peut-être 6 parfois au camping. Puis il y a même un emplacement, en fait, qu'on était les 4 seules tentes qu'il y avait à cet endroit-là. Fait que, tu sais, c'était bien. Puis la seule autre réglementation, j'ai oublié de parler pour Cerro Yumel, il y a 2 traverses de rivière, dans le fond. Puis les traverses de rivière, dues aux précipitations qu'il peut y avoir et à la fonte des glaces et tout ça, ils ont mis des tyroliennes, parce qu'il y en a une, en fait, qui passe en haut d'un canyon. Fait que, pour cette raison-là. Puis l'autre, pour être honnête, j'aurais été capable de la traverser à pied, mais dépendant du moment de l'année, ça se peut que l'eau soit plus haute. Ils ont mis une tyrolienne. Fait qu'il faut que tu aies avec toi un harnais d'escalade avec mousqueton, puis je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui coulisse sur le câble de métal pour traverser la rivière. Fait que ça, c'est la seule réglementation, mais pour être honnête, c'était assez cool à faire, là. Ben oui, ça, j'imagine que tu peux louer ça sur place. Tu peux sûrement en louer. Nous, il y a un des gars qui est avec nous qui avait un harnais. Fait que dans le fond, ce qu'on faisait, on avait un harnais à 4. Puis on avait une corde qu'on accrochait au harnais. Fait qu'on traversait, on s'enlevait du harnais. La personne au bout retirait la corde avec l'harnais. Puis on faisait ça un à la suite de l'autre. Comme ça, c'est juste un harnais à transporter, là. Ben oui. Fait que c'est la petite chose à savoir là-dessus, mais qui rend la chose très intéressante. Je sais que là, il y a des gens qui ça stresse peut-être un peu, là, comme la hauteur. C'est pas si haut que ça, mais comme des fois, d'être juste attaché, c'est pas pour tout le monde aussi, là. Puis même sur le WO, il y avait quelques portions comme ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient stressés, qui avaient des ponts suspendus. Puis que, tu sais, c'est des planches de bois sur des câbles de métal. Mais comme... Tu sais, je voyais qu'il manquait des planches de bois. Fait que ça veut dire qu'il y en a qui ont lâché. Fait que ça peut stresser un peu de gens, là. Tu sais, c'était quand même des bons ponts, puis des fois, ça pouvait être un 100 mètres en dessous de nous, là. Je pense qu'il y en avait 3 comme ça à traverser. Fait que ça peut être un peu inquiétant pour certaines portions. Pour certains gens... Les gens qui ont le vertige, soyez avisés. Mais ça, encore ça me fait penser... Ouais, mais c'est la même chose en Nouvelle-Zélande. Il y en avait plein des ponts comme ça. Fait que moindrement, je l'ai pas mentionné, mais moindrement qu'on a le vertige, c'est non, là. OK. mais encore une fois, ça, c'est sur le haut. C'est encore une fois, c'est pour ça que le haut est moins populaire. C'est que toutes ces petites restrictions-là, plus d'efforts, plus de petits trucs comme ça, qui fait que ça va chercher un moins grand public que la partie du sud. Fait que c'est ce qui résume pas mal mon voyage. J'en tire des bons souvenirs, là. Ça va faire 3 vidéos au lieu de 4, malheureusement. Il va en avoir comme... Le Cerro Yumel, il va sortir dans pas bien long. Le Cabo Forward, ça va être une vidéo sûrement genre de 5 minutes là, qui va juste montrer un peu le bord d'eau et surtout la vie sauvage. C'est surtout ça qui va être mis de l'avant dans cette vidéo-là. Puis sinon, le WO, lui, il sortira pas tout de suite gratuitement sur YouTube. Là. Je vais faire une conférence pour cela due à la demande, aux questions que j'ai déjà... Tu sais, j'ai déjà reçu des questions sur ce sentier-là. Ben oui. C'était ma prochaine question, si t'allais justement faire une conférence sur ça, parce que c'est extrêmement populaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre un peu comment ça marche là-bas, c'est quoi la réalité du terrain, puis d'avoir l'heure juste là, sur l'achalandage. Fait que lui, il va sûrement arriver juste dans 1 an, là, probablement printemps prochain, fin de l'hiver prochain, pour avoir le temps de le préparer, la conférence, puis tout ça, blablabla. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mon côté Chili-Argentine. Pour être honnête, c'est pas le pays... Là, je suis rendu à 3 pays d'Amérique latine. C'est vraiment pas le plus des pays... En fait, non, 4, si on compte, c'est Chili-Argentine. Fait que j'étais à 4 pays d'Amérique latine, et ces 2 pays-là sont dans les... moins des paysans que j'ai vus pour l'instant en Amérique latine. Okay.
comment dire, les villages sont moins villages que, mettons, ce que j'ai pu voir au Pérou. Tu sais, Pérou, c'est très, très, très rustique quand tu rentres dans un village. Là, c'était toujours aménagé. Mhm. C'est moins pauvre aussi. Mon Dieu, c'est cher, le Chili. Ben, Ouais. surtout Ben, l'Argentine. l'Argentine, ouais. L'Argentine, c'est... Le coût de la vie est quand même élevé là-bas. Puis, Ouais, tu sais, ouais. c'est comparable en termes de développement. Je pense que c'est comparable au Canada, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pérou, je pouvais manger pour, tu sais, 6 dollars canadiens au Pérou, là, j'avais Ouais. le gros kit en termes de repas, là. Là, non, non, là, tu vas te payer 30 dollars là, pour ton repas en Ouais. Argentine. Chili, c'est un peu moins dispendieux. Mais Chili, c'était très comparable au Canada, je dirais, là. OK. Mais l'Argentine, c'était un petit peu plus cher. J'avais été surpris par le coût Ouais. surtout de la nourriture, là. Donc, voilà. Des questions? Pas au point de la Norvège, là. On parle de... Non, 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 pas au point de la OK. Norvège. Non, non, la Norvège, c'était extrême, là. Mais c'est quand même ça. OK. C'est plus dispendieux que je m'attendais pour un pays d'Amérique du Sud. Oui, Voilà. ben plus on se rapproche de l'équateur, j'ai l'impression plus le coût de la vie est faible. Puis là, ben, tu Ouais, t'éloignais de l'équateur un peu, là. ouais, c'est ça. C'est Mais l'Amérique du Sud, très sud, là. ouais, ouais. Mais tu sais, pourtant, t'as le Pérou qui est juste en haut de ça, puis que c'est sûr que Santiago, pas Santiago, mettons Lima au Pérou, c'est différent, mais quand tu rentrais dans les villages, c'était tellement cheap, là, tu sais, 20 Ah ouais. 20 $ la nuit dans un hôtel, tandis que là, j'ai jamais payé, tu sais, je pense que ma nuit la plus cheap a été soit, mettons, 80 $ canadiens, puis ça, c'était Mhm. parce que c'était reculé de la ville, là, tu sais, Ah c'était pas ouais. dans une ville, sinon, OK. ça pouvait monter vraiment plus haut, là. OK, Anyway, fait que c'est donc, comparable au Canada. ouais, 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 ça, c'était assez comparable. Mm. Donc, c'est ça qui se résume pour cette partie-là. Puis maintenant, après la Nouvelle-Zélande, t'as été en Tasmanie, c'est ça? En Tasmanie, ben oui, parce que, en fait, pour rentrer en Nouvelle-Zélande, souvent, ils vont demander un billet de retour quand tu as un Ouais, visa de ouais, visiteur. J'ai des amis qui sont entrés avant nous, puis ils nous ont avertis que eux se sont fait contrôler, puis il a fallu qu'ils prouvent qu'il y ait un billet de retour. Là, nous autres, ça nous ok, embête un petit peu parce que on savait pas quand est-ce qu'on était pour avoir fini de marcher. Fait que je me suis dit, ben on va prendre un billet le moins cher possible. La Nouvelle-Zélande étant une île, on a regardé ce qu'il y avait autour. Puis les vols les moins chers, c'était évidemment, vers l'Australie. ok. Euh, et donc, la Tasmanie. Parce que la Tasmanie, c'est un État de l'Australie. C'est une île au sud Mhm. de l'Australie, donc pas très loin, quand même loin, mais pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Puis les vols étaient vraiment pas chers. Fait que je me suis dit, on va prendre une date au hasard, à peu près quand on pense avoir Mhm. fini. Euh, puis au pire, on le modifie, puis ça sera pas trop cher. Tu sais. Ok. Puis finalement, on n'a pas eu à le modifier. On a quitté la Nouvelle-Zélande le 18 mars pour aller passer 10 jours en Tasmanie que moi, j'avais pas... Tu sais, notre focus était sur la Terre Aroa. Ouais. J'avais j'avais fait des recherches, pardon, j'ai du sable dans la gorge. Attends, ça, On c'est va en la suite reparler de un peu, l'histoire. ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, je suis pas en Tasmanie présentement. Donc, oui, on a passé un bon 10 jours en Tasmanie, puis j'avais heureusement pas tant fait de recherches et j'avais pas tant d'attentes. Et j'ai été, mais ô combien surprise. C'est un pays magique. J'y passerais 2 ans si je pouvais. C'est un paradis de la randonnée, la Tasmanie. C'est peut-être un peu méconnu. En tout cas, moi, je connaissais pas tant que ça. Peut-être parce que c'est loin de chez nous, là, ça fait un petit peu loin pour aller marcher. Mais c'est vraiment un paradis de la randonnée. Et tout en contraste avec leurs voisins néo-zélandais, ils prennent soin de leurs sentiers, mais d'une façon presque exagérée, je dirais. Ok. Mais c'est bien parce qu'ils ont un souci énorme de la protection de l'environnement, de la faune, de la flore qui est riche et abondant là-bas. Quand on pense à l'Australie, on pense c'est aride, c'est le bush, c'est des serpents, des déserts. La Tasmanie, c'est pas ça. C'est tropical, c'est des grosses forêts d'eucalyptus, c'est vert, c'est montagneux, c'est aride, c'est froid et humide. Les côtes sont magnifiques, mais magnifiques. Des ravins, j'ai de la misère à le décrire tellement c'était majestueux, mais
Vraiment un paysage côtier dramatique et magnifique. Puis les sentiers, écoute, des fois, je pensais que c'était une blague, là. On a fait un mont qui s'appelle le mont Anne, dans le sud-est. Yep. Écoute, mon orientation était un peu... C'est très désorientant d'être en dessous là-bas. Mais bof, le mont Anne, c'est assez reculé. Il faut vraiment faire comme 20 km de route de terre pour se rendre. Le réseau de routes à travers la Tasmanie est quand même bien. Super bien asphalté, bien aménagé, très bien entretenu. Fait que c'est facile de faire un road trip à travers l'île. Nous autres, on a fait le tour de l'île en 10 jours. Là, puis je pense qu'on n'a même pas conduit 15 heures peut-être au total pour faire le tour au complet. Fait que c'est quand même pas si grand que ça. Mais bref, le mont Anne, c'était quand même un 20 km de route de terre pour se rendre. Fait que je me suis dit, ça va être... celui-là va être rustique. Mais non, il y a des escaliers de bois en planche pour éviter l'érosion, parce que c'est une flore très fragile, c'est très prône à l'érosion, un peu comme la Nouvelle-Zélande, mais eux, ils ont compris l'affaire, puis ils ont mis des planches partout. Des boardwalks, là, comme vraiment des planches sur lesquelles on marche pour éviter de piétiner la végétation à la grandeur. Je disais, il y avait beaucoup ça aussi dans le Torres del Paine, justement pour les mêmes raisons, là. Ben oui, pour protéger la faune, mais tu sais, c'est pas comme si l'achalandage était aussi intense, là. Non. On est loin de tout, là, en Tasmanie, là. Puis il y a pas grand monde qui vont faire le Mont Anne. Fait que j'ai trouvé ça... je sais pas où ils vont trouver les ressources. Peut-être qu'il y a des riches propriétaires de terrain qui ont financé ces projets-là, mais les planches se rendaient presque au sommet, là. Wow! C'est tout le long, là. J'ai pris des photos, j'en croyais pas mes yeux. Je suis comme, voyons, combien d'argent ils ont mis sur la quantité de bois et de planches, mais ça fait que c'est un sentier, c'est comme des planches de bois avec un talus qui est rempli de gravier pour monter. Ça fait que le sentier va durer des années et des années, là. Fait qu'il y aura pas d'érosion. Fait que l'entretien de sentier, évidemment, avec le long terme, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Ça va être beaucoup plus stable. Fait que ça m'a vraiment surpris. Puis tu sais, la faune, tu sais, on se dit, bon, la Tasmanie, il y a des diables de Tasmanie, il y a des ornithorynques, il y a des wallabies, il y a des pademelons. Les pademelons, c'est trop cute. Googlez ça, là, pademelon, comme un melon, là. Parce que c'est vraiment la forme d'un melon. C'est un petit marsupial. Ben, c'est un kangourou, en fait, mais miniature, avec un gros cul. Ils sont adorables. Tu sais, j'avais lu un petit peu là-dessus en chemin. Je me disais, c'est cool la faune, mais tu sais, on n'en verra pas, là. Tu sais, comme quand on randonne au Québec, on voit pas nécessairement des castors, des orignaux à tous les jours. Ouais. Mais en Tasmanie, oui. C'est partout. Il y a des wallabies partout, des wombats, des pademelons, puis tenez-vous bien, des ornithorynques d'Inville. D'Inville? Dans les villes. Bon, on s'entend, c'est pas des grosses villes en Tasmanie. La capitale, c'est Hobart. Mais je me promenais dans Hobart. Okay? Même pas, on était à Dolorène, un petit... Je peux même pas... Mettons, c'est une ville, considérant la grosseur de la Tasmanie. À leur échelle, à eux, c'est une ville. Puis je me promenais le long d'une piste cyclable qui longe la rivière. On revenait de souper dans une microbrasserie. Puis là, je regarde d'un coup d'œil dans mon champ de vision. Je vois quelque chose dans l'eau. Je me dis, ça doit être un canard, tu sais. Je me tourne, je suis comme, ben, c'est un castor. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ornithorynque. Il est 5 heures de l'après-midi. Il y a des gens qui se promènent à vélo, puis il y a des ornithorynques qui batifolent dans l'eau juste là. Je capotais. Fait que, tu sais, pour les amateurs de faune, les amis des animaux, la Tasmanie, c'est un paradis. Puis, tu sais, randonner avec une infusion d'eucalyptus dans l'air, là, c'est le gros bonheur. T'sais, moi, mon odeur préférée, c'est les forêts de pin, mais là, ça vient d'être surclassé. Les forêts d'eucalyptus, c'est le top du top, là. T'as les sinus en joie, là. Contrairement. Présentement. Pardon, tu pourras le couper ou pas. Fait que voilà pour la Tasmanie. On a passé un 10 jours fabuleux et j'aurais espéré prendre au moins un mois parce qu'on n'a pas eu le temps de faire... Il y a des magnifiques sentiers de longue rando qui demandent un petit peu de planification. Entre autres, le Three Capes Track, le Overland Trail qui est très populaire. Et il y en a une couple comme ça qui valent vraiment ben, c'est un long détour quand même, la Tasmanie, mais qui valent le détour si on est là, dans l'hémisphère sud. Mais on n'a pas pu, malheureusement, en 10 jours, faire de randonnées multijours. On s'est simplement concentré à des randonnées à la journée. Mais il y en a. Comme je dirais, j'aurais pu passer 2 ans là, puis j'aurais pas fini de faire le tour. Il y a des petits raccoins secrets partout.
Puis j'aurais aimé voir plusieurs saisons en Tasmanie. C'est vraiment, tant qu'à y aller, allez-y un petit bout, là. Ça vaut vraiment la peine. J'ai vraiment eu un coup de cœur là, pour la Tasmanie. Puis ça a été notre petite escale, moi et mon copain, avant de reprendre nos chemins respectifs vers la maison. En fait, lui retournait à la maison et moi, je ne retournais pas à la maison. J'allais entreprendre un autre gros projet de randonnée. En fait, la raison pour laquelle je randonnais en Nouvelle-Zélande cet hiver, c'est pour être entraîné, puis aussi visiter la Nouvelle-Zélande. Là. Mais c'était aussi un prétexte pour commencer mon prochain projet avec déjà mes jambes de trail. Donc, j'ai pris un vol de la Tasmanie vers Tucson, en Arizona. Et oui, j'étais de retour brièvement en Arizona pour prendre un autobus de Tucson, Arizona, jusqu'à Lordsburg, New Mexico. Donc, je suis présentement au Nouveau-Mexique, de là ma toux sablonneuse, pour entamer la Continental Divide Trail. Fait que c'est ça que je suis en train de faire présentement, puis c'est pour ça que je tousse ma vie, parce qu'on a eu, lors de ma première journée, il y a 4 jours, une tempête de sable. Fait que c'est tout un contraste avec les petites forêts d'eucalyptus luxuriantes et l'humidité de la Tasmanie, là. Là, c'est sec, puis ouais. Sec, mon ami. Juste pour les gens qui connaissent pas c'est quoi le CDT? Oui. C'est, dans le fond, c'est du Nouveau-Mexique jusqu'à l'Alberta en suivant pas mal, dans le fond, les Rocheuses, en gros. Oui, c'est la ligne de division des eaux du continent. Fait que quand je fais pipi à l'est, ça s'en va dans l'Atlantique, puis quand je fais pipi à l'ouest, ça s'en va dans le Pacifique. C'est un peu ça l'idée. En gros, oui, ça suit l'épine dorsale, finalement, des Amériques, qui sont les Rocheuses. Puis, dans le fond, je vais marcher de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière du Canada, que malheureusement, je ne pourrai traverser à pied à cause des changements récents. Mais je vais passer par un autre douane pas très loin pour rentrer au Canada. OK. Puis c'est quoi tes appréhensions avec ce sentier-là? C'est quoi ton... ma plus grosse appréhension, du moment, il n'y en a pas tant parce que le Nouveau-Mexique, c'est vraiment la liberté. Là, je nage en plein désert. Bon, il n'y a pas d'eau, là, mais je me sens libre. Je peux marcher librement. J'ai pas à regarder où je mets le pied. Sauf s'il y a des serpents, mais il fait un peu trop froid présentement, fait que ça va. Mais j'accumule les kilomètres. C'est un vrai régal pour les jambes, là, surtout que je suis déjà entraînée. Mon principal inquiétude, ça va venir dans quelques semaines, c'est rentrer au Colorado et l'état de la neige. Ouais. Parce que là, je vais monter en altitude. On se rappelle, je m'en vais faire la divide, donc la ligne de division, c'est la plus haute colonne vertébrale, si on veut, du continent. Fait que je vais marcher beaucoup en hauteur, puis il y a encore de la neige là-bas. Bon, cette année, on est chanceux, c'est ils appellent ça un average to low snow year, c'est-à-dire que la neige, le niveau de neige est quand même relativement bas comparé à la moyenne des années précédentes. Okay. Fait que ça risque de fondre rapidement, ou pas. Fait que ça, c'est juste le temps qui va me le dire. Puis je ne le saurais pas avant d'arriver là, à Chama, la dernière petite ville au Nouveau-Mexique, là, quand on entame notre montée vers les Rocheuses. Ça, c'est dans combien de kilomètres? Oh boy! Et là là, comme je te dis, je suis dans le moment présent. Ouais. Mais j'arrive de la Nouvelle-Zélande, fait que j'ai pas eu le temps d'étudier toutes les cartes, mais je pense que le Nouveau-Mexique, c'est 800 kilomètres. OK, fait qu'un mois, quelque chose comme ça. À peu près un mois. Donc, ça serait ambitieux de penser rentrer au Colorado début mai. Fait que je vais peut-être devoir ralentir un petit peu. Ouais. Puis sinon, je vais m'acheter des nouveaux crampons parce que les miens étaient un peu fatigués de toute façon. Puis j'ai mon copain qui peut m'envoyer mon piolet à glace là, si jamais il faut que je fasse vraiment de la marche dans la neige. Ouais. Comme j'ai fait pour les Sierra. Ce sera pas différent tant que ça que les Sierra Nevada sur la Pacific Crest Trail que j'ai fait en 2022. C'était aussi une année à basse neige. Puis j'avais réussi à rentrer dans les Sierra à la mi-mai. Donc, ce sera pas si loin que ça. OK. Puis sinon, le reste du sentier, as-tu des craintes sur comme... Est-ce que c'est sûrement pas aussi bien entretenu qu'un PCT? Ben non, mais c'est mieux entretenu que la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme un peu en vacances, là. Je sais pas, oui, là, je viens de tomber en vacances, moi, là. Mais non, c'est pas aussi... Parce que c'est pas un sentier qui est aussi vieux que l'Appalachian Trail ou la Pacific Crest Trail. C'est un sentier qui a été
pensée et tracée en 1978. Donc, 10 ans plus tard que la PCT. OK. Puis des décennies plus tard que l'Appalachian Trail, là, qui est la plus vieille, qui va fêter ses 100 ans, qui fête ses 100 ans, je crois, cette année ou très bientôt. Ils ont changé leur logo en prévision de ça. Mais 2025, c'est la première année que la CDT, elle est complètement balisée. Oh, wow. Fait que je suis gâtée, je le savais pas avant de m'aventurer ici, on me l'a dit en arrivant. Fait que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y avait beaucoup de secteurs qui étaient pas balisés, où il fallait s'orienter au GPS, là, comme la PCT dans le temps, comme l'Appalachian Trail l'a déjà été. Mais là, j'ai la chance et le luxe de la faire l'année qu'elle est entièrement balisée. Fait qu'il y a des pancartes, des balises, des marqueurs, toutes sortes de moyens pour s'orienter à l'œil. Donc, j'ai pas besoin de sortir mon GPS tout le temps là, pour savoir si je suis sur le bon chemin. Fait que ça, c'est un Tant gros mieux. avantage. Ouais, c'est un stress de moins, une logistique de moins. Ouais, la chose qui est différente d'avec les deux autres pour la CDT, c'est la présence des grizzlies. On Ouais. n'avait pas ça sur l'Appalachian Trail dans l'Est, évidemment. Puis on n'avait pas ça non plus sur la PCT. Malgré qu'ils commencent à avoir des... Ah ouais, euh, même rendu au nord? dans l'État de Washington, il n'y en a pas, mais ils commencent à en avoir. Un petit peu comme chez nous, le loup revient, le Ouais. grizzly revient tranquillement aux États-Unis. Parce qu'on se rappelle, les Américains ont éliminé le grizzly dans beaucoup de régions. Entre autres, sur la côte ouest, il y a des décennies de cela. Même chose au Colorado. Il y a déjà eu des grizzlies, mais là, il n'y en a plus. Fait que, puis ça va prendre un petit bout avant qu'ils redescendent jusque-là. Mais quand je vais arriver au Wyoming et surtout au Montana, il y a autant de grizzlies là, que dans l'ouest canadien. Donc, je vais être obligé de me traîner un bear spray. Je vais repenser ma façon de manger et gérer ma nourriture sur le sentier aussi. Je pourrais pas dormir avec ma nourriture, on s'entend. Non. Fait que il y a ça qui va être nouveau. Je vais m'équiper d'un bear spray quelque part au Wyoming. Fait que c'est nouveau, ça m'inquiète pas tant parce que tu sais, oui, là, il y a des attaques. Le grizzly est imprévisible, c'est un animal imprévisible, puis il y a des attaques de recensés, mais pas dans je dirais pas dans le contexte de longue randonnée. C'est surtout dans des contextes de chasse, d'expédition spécifiques. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de statistiques. Ça m'inquiète pas tant. Je vais être préparé, je vais être armé, entre guillemets, là, avec mon bear spray. Puis évidemment, on va se grouper ensemble. On marche pas en Grizzly Country seul. Fait que par le temps que j'arrive là-bas, je vais déjà m'être jumelé avec d'autres randonneurs, puis on va marcher à 3 ou à 4 là, dans ces régions-là. OK. Fait que c'est un peu ça qui s'en vient pour moi dans les prochains mois. Ben, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est ça. Je suis toujours curieux de suivre tes trucs, là, puis qu'on se parle un peu au travers ça. Puis ça fait penser justement pour les gens qui nous écoutent. Vous avez remarqué, on a ralancé un peu la cadence d'épisodes. Là. Ça a été quand même très dur. Ouais, avec le décalage horaire, c'était pas évident. C'est ça, décalage, tout ça. Puis fait que là, on essaie de publier un épisode aux 2 mois. Je trouve que c'est une belle équilibre à aller chercher, là. Puis ça nous permet d'avoir, tu sais, en ce moment, on a cet épisode-là que vous écoutez, mais on a déjà un autre épisode en banque. Fait que ça nous permet d'avoir toujours un épisode en banque comme ça, que s'il y a vraiment un moment qu'on est incapable d'enregistrer ensemble dû à nos horaires, si les deux, moi aussi je pars de temps en temps dans d'autres pays, des choses comme ça, ben au moins on est capable d'avoir toujours un petit lousse de cette manière-là. Contenu pour vous, là. Ouais. Exact. Fait que pour l'instant, pour les prochains mois, on risque de garder ça de cette manière-là aux 2 mois. Après ça, on regardera rendu à cet hiver, rendu à cet automne. Mais pour l'instant, attendez-vous à un épisode environ à chaque 2 mois, un petit peu moins, quelque chose comme ça. Ouais, mais malgré que là, il y a moins de décalage horaire, là, on a juste 2 heures de différence. On pourrait se faire des petites mises à jour sur le sentier. C'est ça. Ça nous tente. Ça va être plus facile, mais je vais vous mettre les attentes les plus basses possibles. Aux 2 mois, vous allez avoir un épisode. Tant mieux si vous en avez un à chaque mois. Tant mieux, mais comme je dis, on va mettre au maximum à chaque 2 mois. Voilà. Au pire, envoyer une petite notice au département des plaintes, là, on gérera ça. C'est nous deux, ça? Non, mais pour vrai. Oui, c'est nous deux, c'est ça. Mais tu sais, si vous avez aussi des idées de sujets, non, on est toujours ouvert à savoir ce que vous souhaiteriez entendre, quel sujet vous intéresserait, qu'on n'a peut-être pas déjà couvert dans les... Bon, on est rendu à combien d'épisodes? 22?
Je pense que ça va être la 22e, celle-là, oui. 22e. Fait que s'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts, que vous aimeriez entendre parler, envoyez-le nous. On va s'en servir comme inspiration pour nos prochains contenus. Ouais, ça, on a un paquet de trucs de sujets qu'on a en tête, mais des fois, Ouais. ce qui est peut-être intéressant pour nous est peut-être pas intéressant pour vous. Fait que si vous avez des suggestions, c'est sûr que ça peut nous aiguiller un peu à s'enligner à la bonne place. Sinon, dernièrement, en fait, moi, je vais parler de mon prochain projet que j'ai teasé un peu sur les réseaux sociaux. Puis là, vous qui écoutez le podcast, je vous considère comme dans mes plus précieux, nos plus précieux admirateurs, les Oui, personnes auditoire. auditoire, ouais. Donc, Nos VIP. ouais, c'est ça. Donc, fait que je vais vous le dire en primeur avant de l'annoncer à tout le monde. Puis la plupart des gens l'avaient deviné, malgré qu'il y a eu quelques mauvaises réponses dans les guests. Mais dans le fond, je m'en vais en Corse cet été. Fait que, tu sais, c'est pas, je veux dire, c'est pas la prochaine randonnée que je vais faire nécessairement, mais c'est le prochain plus gros projet de randonnée et prochain documentaire, prochain film que je m'en vais filmer. Fait que Corse, il y a plusieurs sentiers. Bien sûr, il y a plein d'accès à la journée. Il va y avoir je pense, le mort à mort qu'il appelle, que ça va être des sentiers, dans le fond, de ouest en est, ou est en ouest, là, peu importe. Mais sinon, le plus populaire, c'est le GR20. Donc, c'est le plus long, dans le fond, des sentiers de longue randonnée de la Corse. Lui, il fait du nord au sud ou du sud au nord, dépendant du bord qu'on veut le faire. En fait, j'y vais beaucoup par curiosité. Tu sais, oui, la Corse, ça a de l'air beau, mais c'est pas la raison principale pourquoi j'y vais, pour être honnête. Comme ça a l'air super beau, mais ça ressemble, je trouve, à certaines choses que j'ai déjà vues. Puis j'espère être surpris. Pour les gens qui me connaissent, je fais très peu de recherches avant d'aller en randonnée. En fait, pour moi, c'est un peu comme si mettons, je vais au cinéma puis il y a un film que je voulais vraiment voir, ben j'écouterai pas les bandes annonces parce que je veux pas avoir je veux pas avoir de D'attente. d'attente ou de choses qui vont être que je vais m'attendre à des punchs ou tu sais qu'il y a des punchs qui vont être gâchés si on veut. Fait que les randonnées, mais je fais quasiment le même principe. Je regarde le strict minimum de c'est quoi les réglementations surtout, puis après ça je veux me laisser surprendre par le sentier. Fait que j'espère être surpris. Je suis sûr que je suis presque convaincu que je vais être surpris parce que c'est pas mal le cas à chaque fois vu que je regarde très peu. Mais la raison principale pourquoi je vais aller faire ce sentier-là, il y en a deux en fait. Premièrement, je suis curieux de savoir, un peu comme j'ai été faire le Torres del Paine, j'étais curieux de savoir pourquoi cette destination-là est si populaire. Fait que ça, c'est la première raison. Je me dis, si c'est si populaire, il doit avoir une certaine raison. Puis souvent, il y en a effectivement une. Il y a souvent des choses qui sont très, très belles sur ces sentiers-là. Mais ma raison principale, en fait, c'est que... Puis là, c'est là, en fait, c'est par curiosité et puis c'est pour tester, selon moi, selon le type de randonneur que je suis, à quel point cela est véridique. Donc, la plupart des gens vont dire que c'est le sentier ou dans les sentiers de longue randonnée les plus difficiles d'Europe. Fait que là, moi, quand tu me dis que quelque chose est difficile, ben, je suis curieux de savoir, bon, ben, est-ce que ça l'est vraiment? À quel point ça l'est? Fait que il y a cette curiosité-là d'aller tester avec mes pieds, avec mon expérience, comment je vais trouver ça. Je suis convaincu que je ne trouverai pas ça facile. Et par ça, je veux dire, c'est surtout en fait par le genre parce qu'en fait, tu es obligé de booker tes hébergements déjà en avance. Tu es obligé de réserver tes emplacements de camping. J'ai fait ça en janvier, OK? Dès que la journée que les réservations ont ouvert, je faisais mes réservations pour tout le sentier. Fait que tu es obligé en avance de décider en combien de jours tu vas le faire. Aïe, aïe, aïe. La plupart des gens vont le faire autour de 14 jours, ce sentier-là. C'est un 160 km et environ, je crois, 14 000 mètres de dénivelé positif. Mais l'autre chose qui le rend difficile, c'est le terrain. Donc, il va y avoir beaucoup de portions très techniques qui vont pouvoir nous faire sentir un peu dans le New Hampshire, ou le Catadin, en fait, très rocheux, là, des grosses roches. Là, beaucoup de scrambling. Ouais, exact. Beaucoup de portions en fait, la portion nord ressemble entre autres à ça par bout, que des fois, t'as l'impression de quasiment faire plus de l'escalade que de la randonnée. Fait que je suis convaincu que ça sera pas facile, mais la raison pourquoi que je suis convaincu que ça sera
pas facile, c'est que j'ai décidé de le faire en 7 jours. Fait que je double les étapes À tous les jours. du GR20. Ouais, chacune de mes étapes sont doublées. Fait que c'est sûr que ça sera pas... tu sais, j'ai beaucoup de journées en haut de 2000 mètres de dénivelé positif dans un terrain qui est pas toujours évident. Fait que je sais que ça sera pas facile, mais après ça, je me demande à quel point ça va être difficile. Est-ce que ça va être difficile juste parce que... Ben, en fait, là, je parle pour moi. Là, je veux pas que tout le monde pense que ça va être facile, des choses comme ça. Mais pour moi, je me demande, est-ce que je vais le trouver difficile dû vraiment par le sentier ou je vais juste le trouver difficile parce que j'ai décidé de doubler les étapes. Ouais. Fait que j'ai beaucoup cette curiosité-là envers ce sentier-là. Puis après ça, comme je suis convaincu que ça va être beau puis que je vais passer un bon moment sur ce sentier-là quand même. Mais il y a beaucoup de curiosité. Puis vraiment haute en fait à celle-là. Puis l'autre chose, je sais qu'il va être dur, c'est j'y vais fin juillet. On est au sud de la France. En fait, c'est un île qui est en dessous de la France. Il va faire chaud. Yes. Je m'attends en fait à être en haut de 30 degrés tous les jours. Puis je crois que je m'attends à avoir du 40 solide certaines journées. C'est sûr que sur les cols de montagne, les sommets, peut-être plus frais, là, ouais. ça va être plus frais, mais je suis conscient que sur un flanc de montagne exposé il va faire extrêmement chaud. Fait que ça, je sais que ça va être l'autre chose qui va être un peu difficile sur ce sentier-là. Voilà les plans, le prochain plan à venir, nice. Le plus proche. Beau challenge. Puis j'ai entendu parler du GR20 en Nouvelle-Zélande, en fait. Petite anecdote. Pour vrai? Oui, parce que il y a quelques sections, alors je vais les nommer, là, le Wayo Pass puis le Richmond Range, qui sont particulièrement abruptes. Oui, je me rappelle, oui. Je dirais à la saveur de Catadin, mais avec des roches mobiles. Okay. Au moins, Catadin sont solides, là, ils bougent. Sont solides, ouais. C'est ça. Puis j'ai croisé quelques Français qui allaient en direction sud, puis ils étaient outrés. Ils me disaient, puis ça, c'était avant que j'expérimente ces deux sections-là. Là. Il y avait toute une peur autour du Richmond Range puis du Wayo Pass. Puis les Français se plaignaient parce qu'ils étaient comme, ah putain, au moins sur le GR20, ils mettent des barres, ils mettent des aides. Tu sais, il y a comme des marches, ou en tout cas, c'est aménagé. Là, c'est aussi à pic que certaines sections du GR20, mais sans aucune assistance. Sans, juste mettons, de cordes qui aident à se tenir ou des choses comme ça, ouais. Zéro. Rien. Tu te débrouilles. Puis souvent, tu regardes, c'est des pôles oranges qui sont plantés dans le roc, qui t'indiquent à peu près la route à suivre. Puis là, tu regardes en haut, tu dis, ben non, ça va grimper en diagonale, pas en ligne droite, là. Puis là, tu regardes dans les airs, vertical, au-dessus de toi, puis il y a une pôle orange. Tu fais comme, ah! D'accord! Fait que c'est ça, j'ai entendu parler des Français qui se plaignaient du Richmond Range et de Wayo Pass en Nouvelle-Zélande, comme quoi que, au moins, sur le GR20, t'as de l'aide pour grimper. T'es pas comme lâché lousse dans le vide, là. Ah ben là, je suis... On dirait que ça... Ben pas que ça me rassure, je suis zéro inquiet, là. J'ai aucune inquiétude pour mon GR20. Mais là, ça te donne-tu le goût d'aller faire le Richmond Range? le fait que c'est... ouais, ben, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande, tu le sais. Fait que oui, peut-être j'irai voir cette portion-là par curiosité de à quel point c'était chiant. Mais pour vrai, si t'as pas le vertige, là, je l'ai fait, mais avec toute l'appréhension qui venait avec, et je l'ai fait, là. Je veux dire, j'ai pas tombé, c'était tough, mais la récompense au sommet, c'est comme le Franconia Ridge sur Lafayette, pour ceux qui connaissent, là, mais sur les stéroïdes x10. La crête en haut de ces montagnes-là, elle est d'une beauté époustouflante et elle est longue. C'est une journée complète à marcher sur les crêtes une fois que tu es en haut, une fois que tu as passé ce point-là des monts Rintoul. Écoute, fait que ça valait la peine, je dirais. Okay. Ben c'est sûr, je le mets sur ma liste dans ce cas-là pour quand je vais aller en Nouvelle-Zélande. Que je vais faire plus, moi, en style van et faire
une loupe ici de quelques jours, un autre loupe là, une randonnée d'une journée, C'est profiter un ça. peu Puis plus. on Ouais. ira prendre un café, je te donnerai les bons spots. Yes. Fait que voilà, mais je pense que ça résume un peu notre hiver de plus longue randonnée. Là. Tu sais, on n'a pas rentré dans tous les détails de toutes les petites choses, mais les plus gros projets sont pas mal tous détaillés ici. J'espère que ça va ça va vous inspirer. Puis sinon, ben, je pense que vous pouvez être moi, je l'ai déjà dit, puis je suis convaincu que Catherine va sûrement faire la même chose quand qu'elle va revenir au Québec. Je sais pas si je lance ça un peu trop en avance, mais d'après moi, tu vas avoir un projet de conférence ou Oui. quelque chose avec ça. Là. Ben, c'est sûr. C'est ça. Parce que quand je vais Ouais. compléter la Continental Divide Trail, je vais en fait faire partie des quand même peu de gens qui auront complété les 3 trails majeurs aux États-Unis. Donc, ils appellent ça la triple couronne de la randonnée. Mhm. Puis, quelques Québécois qui l'ont fait, mais très peu. Puis, j'espère pouvoir vous raconter cette expérience-là lors d'une prochaine série de conférences là, qui va couvrir en fait l'ensemble des 3 sentiers majeurs, puis en général, l'univers du true hiking. Ouais, tu vas être notre expert du true hiking au Québec. C'est surtout du true hiking américain en plus. Là. Je pense que c'est Oui, surtout là parce que avec les 3 trails les 3 trails majeurs, là, ouais. et l'Arizona en plus. Et l'Arizona, c'est vrai qu'il est un autre National Scenic Trail. Ouais. Mais là, il y en a beaucoup des National Scenic Trails. Ouais, Hein. ça. J'ai pas assez d'une vie pour tout faire ce qui existe, là. Mais on va commencer par ceux-là. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que restez à l'affût là, c'est sûr qu'il va y avoir des trucs là-dessus, comme je dis, moi il va y avoir des films, il va y avoir des conférences, Catherine, même chose, des conférences. Restez à l'affût, puis là-dessus, on vous retient pas plus longtemps. C'était vraiment un épisode juste de on prend des nouvelles, on vous donne des nouvelles, et voilà. Encore une fois, vraiment, merci de nous écouter, puis comme je vous ai dit, on a déjà un autre épisode en banque, donc gardez ça en tête. Elle va sortir pour la saison estivale, donc sûrement, je dirais sûrement fin mai. C'est pas mal ce que j'ai en tête pour cet épisode-là, qui va bien le sujet, vous allez voir, va bien marcher avec Oh yeah. ce moment-là de l'année. Donc voilà, merci beaucoup, puis on se revoit dans un prochain épisode. À la Bye. prochaine!